Chapitre 1. La fête du jardin, à Willowbrook. La fête champêtre de Willowbrook était le genre de fête villageoise qui semblait rythmer tout l'été. Les banderoles, suspendues sur les pelouses du presbytère, flottaient avec une gaieté prétentieuse dans la douce brise. Des stands bordaient l'herbe, confitures et conserves sous des auvents rayés, broderies et dentelles soigneusement épinglées, et les inévitables billets de tombola étaient proposés à chaque passant avec une douce insistance. Les enfants couraient partout, les doigts sucrés par des pommes d'amour, tandis que leurs aînés discutaient de la météo et du prix des roses avec la même solennité. Miss Jane Marple, confortablement assise sur une chaise en bois à l'ombre d'un sureau, observait la scène avec une satisfaction tranquille. Elle avait depuis longtemps conclu que rien ne révélait mieux le caractère que la manière dont les gens se comportaient lors d'une fête de village. Avidité, rivalité, orgueil, gentillesse, tout s'y exprimait avec autant de clarté que sur une scène. Et Miss Marple, avec ses yeux pétillants et ses aiguilles à tricoter discrètes, n'y laissait rien passer. L'attraction principale de l'après-midi, du moins telle que le comité l'avait annoncé, fut le concert du célèbre pianiste Lionel Grant. Autrefois chouchou des salles de concert londoniennes, son nom était ces derniers temps plus souvent associé à d'étranges rumeurs qu'à la musique. Certains disaient que ses mains avaient perdu leur habileté, d'autres que son goût pour le cognac était devenu plus insistant que le piano lui-même. Pourtant, sa présence conférait une certaine distinction à la fête, et les villageois, toujours avides de glamour, s'étaient rassemblés avec impatience autour de l'estrade dressée au fond de la pelouse. Monsieur Grant apparut avec une certaine prestance théâtrale, ses cheveux noirs ramenés en arrière et son manteau d'une coupe qui évoquait davantage Bond Street que la verdure d'un village. Il s'inclina avec extravagance devant le public applaudissant, puis s'assit au piano. Un silence régna. Ses longs doigts planèrent au-dessus des touches. Puis, étonnamment, rien ne sortit. Pas une note. Il resta parfaitement immobile, un léger sourire aux lèvres, comme si la performance résidait uniquement dans la suggestion du son. Un frisson de perplexité parcourut la foule. Madame Bantry chuchota à voix haute à sa voisine que le piano était peut-être désaccordé. Monsieur Pritchard, l'instituteur à la retraite, marmonna des absurdités modernistes. Et le vicaire, qui se sentait responsable de toute la procédure, observait la scène avec une consternation croissante. Pourtant, les mains de M. Grant restaient suspendues, comme au-dessus d'une mélodie silencieuse que lui seul pouvait entendre. Enfin, il se leva, s'inclina une fois de plus et quitta l'estrade sans avoir frappé un seul accord. Les applaudissements furent hésitants, polis plutôt qu'enthousiastes. Les villageois murmuraient entre eux, incertains du génie ou de la folie dont ils étaient témoins. Seule Miss Marple, tricotant tranquillement un rang de laine bleu pâle, remarqua le léger tremblement de la main droite de M. Grant tandis qu'il ajustait sa manchette, et l'expression curieusement figée de son compagnon, un grand gentleman belge à l'allure indéniablement étrangère, qui s'attardait à l'ombre près du stand de limonade. L'après-midi s'écoula. Le tirage au sort eut lieu, les gâteaux furent consommés, et les stands furent lentement démontés. Mais l'étrange performance du pianiste resta dans les conversations longtemps après que les banderoles eurent été rangées. Il faisait presque nuit lorsque le premier véritable trouble se produisit. Un cri retentit du chemin derrière le presbytère, suffisamment aigu pour réduire au silence même Madame Price Ridley au milieu de ses commérages. Les villageois se précipitèrent à la source et découvrirent, gisant au milieu des rosiers bordant l'allée de gravier, le corps de M. Lionel Grant. Son beau manteau était froissé, sa tête penchée de façon anormale, et la main qui planait si théâtralement au-dessus des touches du piano gisait maintenant immobile et inutile sur le sol. La fête était terminée, et quelque chose de bien plus sombre avait commencé. Miss Marple, arrivant avec les autres, contempla la forme inerte. Autour d'elle, des voix s'élevèrent, paniquées, spéculatives, effrayées.
Pourtant, elle-même demeura silencieuse, le regard toujours aussi doux et pensif. Elle avait remarqué une ou deux choses, de très petites choses, mais souvent, c'étaient les plus infimes qui comptaient le plus. Et déjà, même si elle ne l'aurait pas admis, elle soupçonnait que sous la surface polie de Willowbrook, la nature humaine avait une fois de plus révélé son visage le plus dangereux. Chapitre 2. Chuchotement à Willowbrook. Au matin, les pelouses du presbytère paraissaient étrangement ravagées, comme si une réprimande avait été infligée à l'herbe innocente comme aux banderoles. Les auvents rayés avaient été levés, les pots de confiture ramassés, la table de tombola débarrassée. Et pourtant, la fête persistait, non pas en vue, mais dans les conversations. Des conversations qui commençaient avec la postière et se terminaient avec le garçon boucher. Des conversations qui ondulaient le long des haies et des troènes taillées. Des conversations qui trouvaient leur autorité dans la répétition. C'était comme si tout le village avait pris une inspiration collective et parlait d'un seul coup. Au Rose and Thimble, le petit salon de thé dont les ambitions dépassaient les capacités de son four, Madame Weatherby utilisait son plateau à scones comme une sorte de pupitre. « J'ai dit tout de suite, » dit-elle à tous ceux qui voulaient l'écouter, c'est-à-dire tout le monde, que ce que faisait M. Grant n'était pas musical, pas une seule note. Et maintenant, eh bien, voilà votre réponse, n'est-ce pas? À quoi Madame Price Ridley, qui n'était pas du genre à laisser une conclusion inachevée, répondit avec satisfaction. Un spectacle de silence, et maintenant il est silencieux pour toujours. Poétique, mais pas, je crois, respectable. À la poste, mademoiselle Dimmock, petite, soignée, avec un pince-nez qui ressemblait à un instrument moral, avait construit une chronologie au crayon sur un bout de papier. 3h30. Le pianiste s'assoit. 3h32. Rien. 5h moins 1. Corps découvert. Il doit y avoir un lien entre les intervalles. Il y en a toujours un. Les garçons de la forge juraient avoir entendu une voiture après le crépuscule, et la vieille Madame Finch, qui ne sortait jamais sans son ombrelle noire, annonça qu'un étranger à la moustache fournie avait demandé son chemin la veille. Un fait dont, selon elle, les autorités devaient être informées. « On s'y connaît en étranger », dit-elle d'un ton vague mais cinglant, comme si une encyclopédie des délits se cachait derrière cette déclaration. Miss Marple, qui avait pris l'habitude de faire un tour tranquille dans le village après le petit déjeuner, trouva l'air matinal inhabituellement chargé d'opinion. Elle écoutait avec sa douce attention habituelle, ni encourageante ni décourageante. En effet, voir Miss Marple écouter, c'était confondre courtoisie et vaine interprétation. Chacun se sentait libre, pour une fois, de dire entièrement ce qu'il pensait. Elle avait l'air de ne rien retenir, alors qu'en réalité, elle retenait tout. À 9h30, elle se présenta au presbytère, où régnait une expression de détresse organisée. L'épouse du pasteur, Madame Clement, les yeux rouges et pragmatiques, accomplissait d'un seul geste à la fois sa pénitence pour avoir accueilli le malheur et l'inventaire des tasses de thé. « Ma chère Miss Marple, » dit-elle en lui saisissant la main avec une gratitude presque ecclésiastique. « Quelle gentillesse! Ils ont été, oh le mot horrible, traitement, dans l'allée des roses. Quel coup dur, et sur le domaine de l'église. J'ai toujours pensé que les roses sont capables de témoigner, observa doucement Miss Marple. Un pétale s'accrochera à l'endroit le plus inattendu. Des pétales partout, dit Madame Clément en frissonnant. Je ne verrai plus jamais la paix de la même façon. Ils étaient assis dans le petit salon, où l'odeur du thé de la veille flottait comme un fantôme consciencieux. Du dehors parvenait le murmure solennel de voix masculines, et de temps à autre le bref bruit métallique d'une bêche ramassant les bordures de gazon. La police était arrivée. D'abord le gendarme du village, sérieux et le visage rose, puis une moto annonçant le sergent Lake, venu du bourg. On parlait aussi de l'arrivée de l'inspecteur du comté. « Et vous avez vu le pauvre monsieur Grant après la représentation ?» demanda Miss Marple d'une voix douce comme de la laine à tricoter. « Seulement en passant.
admit madame Clément. Il a refusé la limonade, ce qui était peut-être une bonne chose. Monsieur Clément l'avait préparée lui-même et oublie toujours le sucre. Il avait une cigarette. Je l'ai remarqué. Une cigarette très noire. Il avait l'air déçu. J'essaie de ne pas voir ce genre de choses, mais on le voit. Déçu des autres ou insatisfait de lui-même. Madame Clément marqua une pause, surprise par la distinction. Je crois, lui-même. Et le monsieur qui est avec monsieur Grant? Les aiguilles de Miss Marple claquèrent une fois, deux fois, comme pour ponctuer la question. Grand, très droit, avec moins de cheveux que de moustaches. Oh, ma chère, oui. Un curieux personnage. Il a parlé de la météo à M. Pritchard et a fait passer la météo pour une faute morale. M. Grant l'a qualifié de vieil ami. Continental mais poli. Il a pris de la limonade, mais je ne saurais dire s'il en a bu. Les gens ont souvent plus de choses à porter sur eux qu'ils n'en consomment, a déclaré Miss Marple. C'est très pratique pour avoir l'air occupé. Avant que madame Clément puisse répondre, la servante Elsie entra, le visage tragique de celle qui se sent complice d'un malheur. « Sergent Lake, madame, » annonça-t-elle, avant de s'effacer avec l'importance maussade d'un rideau de scène. Le sergent Lake était un homme prudent, sur lequel on pouvait compter pour respecter la dignité de la maison d'un ecclésiastique, même en dérangeant les coussins. Il s'inclina devant Miss Marple avec la galanterie maladroite d'un homme consciencieux, puis s'adressa à madame Clément. « Nous limiterons les perturbations au minimum. Si seulement je pouvais avoir la liste de ceux qui étaient occupés avec les affaires du comité au moment de la découverte. » « La liste est dans le garde-manger, sous le présentoir à gâteaux, » dit madame Clément, trahissant par cette étrange géographie l'importance de la fête dans la maison. « Dois-je... »« S'il vous plaît, madame. » Après son départ, le sergent Lake se tourna vers Miss Marple avec une sorte d'impuissance respectueuse. « C'est une sale affaire, Miss Marple, mais je suppose qu'il y a moins de mal aux roses qu'aux gens. Je n'ai pas encore informé la presse. » « Les gens des villages, » dit doucement Miss Marple, « ressemblent beaucoup à la presse, sergent. Ils apportent leur propre journal et impriment ce qu'ils veulent. » Il rougit légèrement et s'éclaircit la gorge. « Un monsieur demande à vous voir, mademoiselle. Il dit connaître le défunt. Un certain monsieur. » Il hésita délicatement. « Monsieur Poirot, » dit une voix légère et étrangère depuis la porte, donnant aux syllabes une forme délicate, comme si l'on disposait des violettes dans un vase. Hercule Poirot. Il se tenait là, vêtu d'un costume d'une exactitude admirable. Ses moustaches, dont madame Finch avait parlé avec une inquiétude horrifiée, si symétriques qu'elles pouvaient paraître sous certains angles, une forme de reproche adressée au visage négligé. La tête inclinée, les mains fines et soignées, semblables à celles de Miss Marple, jointes avec cérémonie. « Mademoiselle Marple, » poursuivit-il en avançant d'un pas, « vous me pardonnerez mon intrusion. Je suis ici par le plus grand des hasards, pour une petite affaire privée, et j'ai rencontré hier une vieille connaissance dans votre charmant village. Ce matin, j'apprends. » Il écarta les mains et cette pause éloquente compléta la phrase sans la vulgarité des mots. Miss Marple le regarda avec la légère interrogation qu'elle aurait pu exprimer à propos d'un oiseau exotique à la fenêtre. « Je suis ravie de faire votre connaissance, monsieur Poirot, » dit-elle en se levant. « Vous étiez à la fête. »« Mais oui, c'était très instructif. » Ses yeux pétillèrent et se durcirent d'un seul coup. Un tour de passe-passe. Vous conviendrez que la nature humaine, en compagnie de Tombolas, se montre avec candeur. Le sergent Lake, conscient que la matinée avait pris une tournure à laquelle son manuel de formation ne l'avait pas explicitement préparé, regarda tour à tour. « Si vous voulez bien attendre, monsieur, » dit-il à Poirot, « je vais régler quelques formalités avec madame Clément. » Poirot inclina la tête. « Bien sûr. Et quand vous aurez un moment, vous me permettrez peut-être une ou deux petites questions. J'ai... comment dit-on ? Une curiosité professionnelle. »« Tout à fait, » dit le sergent, pas du tout sûr. Lorsqu'il fut sorti, Miss Marple et Poirot observèrent un moment de silence qui ressemblait, à sa manière, à une conversation polie.
Chacun semble contempler la pendule. En réalité, chacun se pencha sur l'autre. Triste histoire, dit enfin Miss Marple. On m'a dit que M. Grant avait pris une cigarette noire après la représentation. J'ai aussi remarqué la couleur, répondit Poirot, et le mégot près de l'allée des rosiers, piétiné mais pas complètement effacé. Une excellente marque, trop bonne pour notre buraliste du village. Mais notre malheureux ami avait les habitudes d'un homme qui a réussi. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Le succès est peut-être une habitude plus facile à prendre qu'à vivre. Il inclina la tête avec un air grave et amusé. Vous avez raison. Il y a aussi la main droite. Vous avez vu? Un léger tremblement, dit Miss Marple, et le bouton de la manchette était boutonné un trou plus haut que l'autre. C'était curieux, très curieux. Le regard de Poirot s'aiguisa. Il ne faut pas, bien sûr, conclure hâtivement que, parce qu'un homme ne joue pas de notes, il n'a pas de musique en lui. Mais un pianiste dont la main le trahit, c'est la tragédie d'un moine privé de ses prières. Miss Marple parut légèrement troublée. La tragédie engendre souvent une forme de défiance. La représentation, si l'on peut appeler cela ainsi, était, je crois, un geste de ce genre. Il y eut un léger brouhaha dans le couloir, le grincement de la porte d'entrée, et le sergent Lake revint, un carnet dans une main, et dans l'autre, un pétale humide qui s'accrochait à son pouce avec une fidélité irritante. Nous avons, si l'on peut dire, les prémices. Le compagnon de M. Grant, un certain M. Radley, n'a pas été retrouvé ce matin, ni sa voiture. Il logeait au Greenman et a réglé sa note hier soir. M. Radley, répéta doucement Poirot. Raymond Radley, expliqua Miss Marple. Agent ou manager, je crois. Il se tenait près de la limonade, observant en silence. Le sergent Lake hocha la tête. C'est lui. Et puis, il y a mademoiselle Violette Denham, la professeure de musique de Rose Hill. Elle a échangé quelques mots avec M. Grant, selon M. Pritchard. Il s'agissait d'une bourse et d'une lettre. Nous en saurons plus après notre conversation. Le tricot de Miss Marple fit à nouveau du bruit. On reçoit si souvent une lettre, dit-elle, lorsqu'il y a quelque chose à expliquer, ou plus souvent, à excuser. Le sergent Lake consulte ses notes. Enfin, le jardinier du curé signale une tige de rosier cassé près de l'allée, et nous avons trouvé, outre le mégot de cigarette, un petit verre vide. C'était peut-être de la limonade. Il y avait une légère odeur, d'amande peut-être. Difficile d'en être sûr. Des amandes? Madame Clément, entrant avec sa liste et entendant ce mot, parut surprise. Mais c'est du cyanure, n'est-ce pas? Dans les romans policiers. Dans la vie aussi, dit Poirot avec une petite grimace. Mais le docteur parle d'une chute. Le cou très probablement brisé par force ou par accident. Il ne faut pas précipiter les choses. C'est toujours le mobile qui était l'artiste. Le regard de Miss Marple se porta vers la fenêtre, où les massifs de roses s'étendaient dans la douce tyrannie de l'ordre. « On parlera très librement aujourd'hui, dit-elle. Il serait peut-être bon de marcher. »« Une idée admirable, dit Poirot. Sergent, avec votre permission ?» Le sergent Lake hésita, puis hocha la tête avec la résignation d'un homme honnête qui sait quand la marée monte. Seulement, n'alarmez pas les gens plus qu'ils ne le sont. Et mademoiselle Marple, si vous entendez parler de ce Radley ou de sa voiture, vous me le direz immédiatement. Bien sûr, dit Miss Marple. Ils franchirent ensemble la porte du presbytère, un couple étrangement assorti. La vieille villageoise au chapeau impeccable couleur œuf de rouge-gorge et le gentilhomme, étranger au poli impeccable. À leur vue, le village atteignit un niveau d'énergie conversationnelle inédit. Chez le marchand de légumes, Madame Witherby se pencha sur ses concombres. Une affaire épouvantable, Miss Marple. Et dire que j'ai vendu une grappe de raisins à M. Grant la semaine dernière. Il les aimait bien fermes. Il existe une théorie, dit Miss Marple, selon laquelle des raisins fermes indiquent une nature vive et des raisins tendres une nature lente. Mais je ne devrais pas m'y fier. Était-il poli? Tout à fait. Seulement, oh, maintenant je m'en souviens. Il avait des problèmes avec son porte-monnaie. Il a laissé tomber un shilling. Vu sa façon de se baisser,
plutôt avec précaution. Maux de dos, murmura Miss Marple. Merci, ma chère. Dehors, Poirot haussa un sourcil. Maux de dos. Utile, si c'est vrai. Si c'est vrai, acquiesça Miss Marple. Il faut toujours laisser les gens s'exprimer. Ça leur donne quelque chose à faire après le thé. Ils traversèrent la ruelle pour rejoindre le Greenman. Monsieur Joly, le propriétaire, avait l'air d'un homme qui s'attend à voir un fonctionnaire surgir de derrière ses pompes à bière à tout moment. Poli comme vous voulez, il l'était, dit-il en polissant un verre qui refusait de briller davantage. Monsieur Grant avait un salon privé pour son cabinet, et Monsieur Radley, le gérant, dit-il, était assis au bar le soir pour poser des questions sur les trains et tout ça. Payé comptant. Non, je ne les ai pas vus après le dîner. Une voiture? Oui, j'en ai entendu une tard. Monsieur Radley a-t-il bu de la limonade? Demanda Miss Marple comme si elle s'enquérait des rideaux. Monsieur Joly cligna des yeux. De la limonade? Il avait un petit whisky. Monsieur Grant, rien de fort. Il gardait ses mains, disait-il, pour son travail. Ah, dit Poirot avec une délicatesse qui fit presque disparaître le mot. Français. Ils parlèrent aussi à d'autres, à Miss Denham, la professeure de musique, pâle et travailleuse, qui rougissait quand le nom de Monsieur Grant était mentionné et disait vite, trop vite, que les grands artistes étaient souvent mal compris. À Monsieur Pritchard, qui avait eu l'habitude d'avoir raison pendant tant d'années qu'il lui était difficile de se tromper, même maintenant. À Elsie, la servante, qui avait vu, elle en était sûre, un mouchoir blanc tout au bord du massif de roses, bien que le sergent Lake n'en ait pas trouvé, et au jardinier du vicaire, Jarvis, qui avait une barbe de Worcester lente, et la philosophie du jardinier selon laquelle rien de mal ne pouvait arriver là où un tutorage approprié avait été fait. C'est Miss Denham qui a fourni une petite chose banale que Miss Marple a emportée comme une épingle dans son sac à tricot. « J'avais écrit à Monsieur Grant, » dit-elle lors de leur brève conversation sur le palier de son cottage, au sujet d'un fonds destiné aux élèves prometteurs pour assister à un concert en ville. Il avait promis de parler à la fête pour aider. Et puis, eh bien, il n'a pas tenu parole. Ce n'était pas gentil de ma part d'être brusque à ce sujet. Je suis sûr qu'il y a une explication. Ses yeux brillaient de tristesse. Il y en a généralement une, mais ça ne rassure jamais. Quand avez-vous posté votre lettre? Demanda Miss Marple, lissant la petite enveloppe de sa curiosité pour qu'elle ne paraisse pas indiscrète. Jeudi, dit mademoiselle Denham. Mais j'ai laissé un autre mot hier après-midi. Je ne voulais pas qu'il oublie. Il semblait distrait. Miss Marple hocha la tête. Oui, on peut être terriblement distrait par bien des choses. Le corps autant que l'esprit. Un tremblement, par exemple. Mademoiselle Denham parut surprise. Vous l'avez remarqué aussi. De retour au presbytère, midi amena l'inspecteur du comté, nommé Purley, dont les manières suggéraient que le monde avait été construit avec beaucoup trop de cordes. Il avait les épaules larges, une patience de bulldog, et la conviction que les faits, une fois bien assemblés, ne s'effondreraient pas. « Nous avons 3 points à souligner », annonça l'inspecteur Purley dans le bureau, où Miss Marple était assise avec son tricot et Poirot, dans un silence absolu. Premièrement, le défunt n'a pas écouté de musique hier, ce qui nous donne des troubles d'esprit. Deuxièmement, il y a un verre vide avec de possibles traces de cyanure, bien que le médecin affirme que le goulot soit la cause principale. Troisièmement, le directeur du défunt a disparu. A ajouté à cela une dispute avec le professeur de musique local, et nous avons notre terrain d'entente. Le sergent Lake a ajouté avec une fierté évidente « Et un mégot de cigarette, monsieur ?» Purley grogna. « On peut aussi être assassiné en fumant, Lake. On va retrouver ce Radley. C'est une question naturelle. » Poirot, très doucement. « Et une réponse naturelle, peut-être? Il faut se méfier des réponses trop ponctuelles. » Le regard de Purley le fixait sans animosité. « Vous êtes le gentleman du continent, dit-il. Nous avons votre nom quelque part. »« Je viens parfois du continent, dit Poirot aimablement. C'est un défaut que je n'ai pas encore surmonté. » Purley s'autorisa un léger sourire. « Eh bien, monsieur, si vous laissez le labourage à ceux qui ont le champ, on verra bien ce que ça donne. »« Oh, j'ai un grand respect pour le labourage, dit Poirot.
Il arrive seulement qu'une graine soit emportée d'un champ complètement différent et pousse là où on ne l'attend pas. L'inspecteur grogna de nouveau, ce qui était peut-être sa façon d'exprimer sa satisfaction. C'est après cet entretien que Miss Marple fit une petite course de son côté, se faufilant par le portail latéral et empruntant l'étroit sentier qui longeait le mur du presbytère. L'allée des rosiers était désormais calme, son tapis de gravier une fois de plus lissé par les mains officielles. Elle s'arrêta à l'endroit où le sentier serpentait, baissant les yeux du regard tendre et dénué de sentimentalisme qu'elle portait aux problèmes de jardinage comme aux problèmes humains. Quelques pétales pâles se logèrent dans le pli où le chemin rejoignait le lit. Elle remarqua le motif du gravier, la légère altération du bord, 2 marques rapprochées, pas l'empreinte d'un talon, ni celle d'un orteil. Elle se pencha lentement. Elle savait exactement ce que l'âge lui permettait, et sortit de sous la haie un petit carré rigide. Non pas un mouchoir, l'imagination d'Elsie l'avait brodé, mais un programme plié, humide dans un coin, avec une légère trace de quelque chose qui aurait pu être du citron, du parfum, ou les deux. Au dos, comme si cela avait été fait distraitement par un homme qui aimait le mouvement d'une plume, il y avait une clé de sol et 1 ou 2 mesures de notes, si on pouvait les appeler notes, descendant avec une grâce lasse, puis s'arrêtant complètement. Miss Marple glissa le programme dans la poche de son cardigan et pensa aux hommes qui avaient autrefois été capables de faire quelque chose de magnifique et qui ne le pouvaient plus maintenant. Aux managers qui disparaissaient lorsque l'argent ou le scandale imposaient leurs propres nécessités, aux jeunes femmes qui croyaient que les lettres, si elles étaient remises en main propre, auraient un poids différent de celles envoyées par la poste, et à un gentleman étranger tranquille qui voyait les choses avec une brillance presque indécente. À son retour à la maison, l'horloge du village sonnait l'heure. Dans le hall, elle rencontra Elsie qui, après un moment d'inquiétude, lui révéla une information avec l'empressement de quelqu'un qui se rachète par l'information. « Pardon, mademoiselle, » murmura Elsie. « J'ai seulement entendu M. Jarvis dire qu'il y avait une trace de pneu sur le chemin de traverse. Pas du genre habituel, plus étroite. Il dit ça à cause de la boue près du fossé. Et il y avait un gant sous le banc près du rhododendron. Mais le sergent Lake a dit qu'il était vieux et sec, et qu'il n'avait rien à voir avec rien. » « Les gants, dit Miss Marple, ont très souvent un rapport avec quelque chose, ne serait-ce qu'avec la personne qui les a perdus. » Elle entra dans le petit salon, où Poirot était assis, comme s'il l'avait attendu depuis le début, le regard calme et alerte. Elle reprit sa place. Pendant quelques instants, ils restèrent silencieux, du silence de ceux qui n'ont pas besoin de parler pour être agréables. Finalement, Poirot demanda « Et alors, mademoiselle ?» « Monsieur Poirot, je pensais à la limonade, » répondit Miss Marple en rajustant un point. « Les gens pensent que c'est innocent. C'est une erreur. » Il fit un petit geste, encourageant. « C'est très pratique pour ceux qui préfèrent tenir quelque chose sans le boire, » poursuivit-elle, et encore plus pratique pour ceux qui préfèrent boire dans le verre d'autrui sans que personne ne le remarque. Au village, on partage, vous savez. On partage les ciseaux, les cuillères à confiture et, très souvent, les microbes. Les yeux de Poirot brillèrent, et parfois, du poison. Parfois, acquiesça Miss Marple. Seulement si notre pauvre monsieur est mort d'une fracture du cou subie de force, le poison pourrait être une ombre, et non la substance. Pourtant, les ombres sont révélatrices, monsieur Poirot. Elles vous montrent d'où vient la lumière. Il inclina la tête. Très bien. La lumière, alors. D'où? Les aiguilles de Miss Marple s'étaient tues. Par orgueil, souvent. L'orgueil et la peur, ensemble, créent une illumination particulière. J'ai connu des cas où des gens commettaient des actes très cruels pour ne pas se faire petits à leurs propres yeux. Et tu penses que la fierté appartient à qui? Oh, à plus d'un, dit Miss Marple presque sur un ton d'excuse. Il y a la jeune femme qui ne voudrait pas se faire prendre pour une idiote. Le directeur qui ne voudrait pas paraître négligent, même la femme du pasteur qui ne veut pas voir un malheur présider, et M. Grant lui-même, peut-être plus que tout le monde. Poirot sourit. « Il faut donc s'arranger pour voir l'orgueil sous plusieurs angles. »« Oui, dit Miss Marple, et nous devons retrouver M. Radley.
Seulement, elle parut légèrement troublée. « J'ose dire, monsieur Poirot, que lorsque nous le retrouverons, nous serons déçus. L'évidence est rarement vraie dans les choses vraiment importantes. C'est simplement ce que les gens aiment dire avant que la bouilloire ne bout. » À cet instant, on frappa à la porte et le sergent Lake entra, le visage sincère et satisfait, le visage rouge de satisfaction. « L'inspecteur Purley a pensé que vous voudriez le savoir immédiatement, mademoiselle Marple, » dit-il avec un mélange de courtoisie et de triomphe. « Nous avons retrouvé la voiture de monsieur Radley, abandonnée près de l'ancienne route du moulin, et dans la haie à proximité, son chapeau, avec du sang sur le bord. » L'exclamation de madame Clément résonna à la fois comme une prière et la joie d'une commère. Poirot ne bougea pas, mais son immobilité nette laissa transparaître un léger sursaut. Miss Marple, quant à elle, se contenta de resserrer un peu la boucle de laine. « Mon Dieu, dit-elle, c'est vraiment dommage pour quiconque voudrait nous faire croire que M. Radley s'est enfui. » Chapitre 3. Un village divisé. La découverte de la voiture abandonnée de M. Radley fut comme une pierre jetée dans un étang. Chaque rumeur se propageait plus loin, plus vite et avec plus de distorsion que la précédente. Le lendemain matin, à l'heure du deuxième petit déjeuner, Willowbrook était clairement divisé en deux camps. La première, composée de Mme Price Ridley, de M. Pritchard et de la receveuse de poste, déclara fermement que Radley était coupable. On l'a vu à la fête, il a disparu dans la nuit, et maintenant sa voiture est retrouvée sur le chemin du moulin. C'est la simplicité même, dit Mme Price Ridley à l'épicier, l'air de quelqu'un qui a bouclé l'affaire à sa satisfaction. Le deuxième camp, représenté principalement par Mme Witherby et les plus jeunes, estimait que tout cela était bien trop bien rangé. Un chapeau dans la haie, du sang sur le bord, c'est pratiquement écrit pour nous, disait-elle à quiconque s'attardait suffisamment dans son salon de thé. Si la vie était si complaisante, nous serions tous des détectives. Pendant ce temps, l'inspecteur Purley, de retour au presbytère, avec sa patience de chien et sa mâchoire déterminée, insistait sur le fait que Radley était le suspect naturel et que la propreté n'invalidait pas les faits. Le sergent Lake, en revanche, semblait troublé. Il avait l'instinct d'un homme bien. La vérité ne se présente généralement pas sous un jour idéal. Miss Marple, bien sûr, ne fit aucune déclaration. Elle était assise dans un coin du petit salon de Madame Clément, la laine bleu pâle glissant encore entre ses doigts, écoutant comme si les voix autour d'elle étaient le bourdonnement des abeilles dans une haie. Elle paraissait douce, gentille et plutôt distraite. En réalité, elle organisait avec une précision tranquille les traits de caractère et les circonstances que d'autres déversaient si librement. La théorie de l'inspecteur Purley. L'inspecteur Purley a exposé son dossier dans le bureau du vicaire avec l'air de quelqu'un qui empile des briques. Monsieur Grant avait un agent, Sir Radley. Il y avait des problèmes entre eux, j'en suis sûr. De l'argent, peut-être. Les artistes et leurs agents se disputent souvent. Hier soir, Radley a saisi sa chance. Un verre de limonade, un coup de pouce dans l'allée des rosiers, et le tour est joué. Il s'enfuit, abandonnant sa voiture sous le tollé. On le rattrapera bien assez tôt. Il parcourut la salle du regard, comme s'il attendait des applaudissements. Madame Clément murmura son accord, impatiente que l'affaire soit réglée. Le vicaire soupira et parla à voix basse de charité chrétienne. Le sergent Lake hocha poliment la tête, mais sans conviction. Poirot, impeccable et serein, leva le doigt. « Mon cher inspecteur, votre franchise est admirable. Mais permettez-moi une petite question. Si M. Radley est coupable, pourquoi laisserait-il son chapeau? Pour suggérer peut-être qu'il a été blessé? Ou pour nous fournir précisément l'indice que vous suivez maintenant ?» Purley fronça les sourcils. « Les criminels font des erreurs. Ils ne sont pas tous intelligents. » « Non, » dit doucement Poirot, « mais parfois ils sont trop malins. Et c'est aussi une erreur. » Miss Marple baissa les yeux sur son tricot, ses aiguilles étincelant au soleil. « J'ai toujours pensé, » observa-t-elle, « que lorsqu'on trouve quelque chose dans une haie, il faut d'abord se demander qui l'a planté là. Les enfants adorent cacher des choses dans les haies, par exemple
des pommes, de la ficelle, et même des souris mortes. L'inspecteur s'éclaircit la gorge. Ce n'est pas une farce d'enfant, Miss Marple. Non, acquiesça-t-elle doucement, mais la nature humaine ne change pas beaucoup avec l'âge. Seuls les objets diffèrent. La confession du professeur de musique. Cet après-midi-là, Poirot suggéra à Miss Marple de rendre visite à Miss Violette Denham à Rose Hill. « C'est une jeune femme au cœur rempli de zèle et de déception, dit-il. Ce sont souvent ces cœurs qui en savent plus qu'ils ne le pensent. » Ils trouvèrent mademoiselle Denham dans sa petite maison, la table jonchée de cahiers et le couvercle du piano clos comme en signe de deuil. Elle était pâle, les yeux rougis par des larmes encore humides. « J'imagine que vous avez entendu ce que les gens disent, » commença-t-elle d'une voix tremblante, avant même qu'ils aient pu parler. « Que je me suis disputée avec M. Grant. C'est vrai. Mais ce n'était pas à cause de moi. C'était à cause des enfants. Il avait promis de contribuer au fond, puis il a balayé l'affaire, comme si leurs maigres espoirs étaient indignes de lui. J'ai perdu mon sang-froid. Je le regrette amèrement. » Le regard bienveillant de Miss Marple la contemplait avec une compassion qui n'altérait jamais son jugement. « La colère est tout à fait naturelle, ma chère. Cela ne veut pas dire que vous lui vouliez du mal. »« Mais si !» s'écria soudain mademoiselle Denham en joignant les mains. « Pendant un instant, si. J'ai pensé à quel point ce serait terrible si ses mains ne pouvaient plus jouer et si le monde se détournait de lui. C'était une pensée terrible. Et maintenant, il est mort. » Poirot leva la main. « Mademoiselle, les mauvaises pensées ne sont pas des mauvaises actions. Dites-nous quand même, avez-vous vu M. Radley après la fête ?» Elle hésita. « J'ai cru le voir près du portail du cimetière. Mais je n'en suis pas certaine. Il commençait à faire nuit. Il parlait à quelqu'un, je crois, mais je n'ai pas pu voir qui. » Miss Marple tapota doucement la main de la jeune fille. « C'est très utile, ma chère. Parfois, l'incertitude nous en dit plus que la certitude. » Un gant et un jardin. De retour au presbytère, Miss Marple fit une promenade tranquille dans le jardin, seule. Elle examina les rosiers, le gravier, la haie. C'est alors qu'elle remarqua le gant dont Elsie avait parlé plus tôt, non pas sous le rhododendron comme on l'avait dit, mais accroché haut dans les branches comme s'il avait été jeté. Miss Marple songea qu'un homme ne jette généralement un gant que s'il est très pressé ou s'il souhaite qu'on le retrouve. Elle le rapporta délicatement dans la salle du matin, où Poirot l'attendait. « Un gant de dame, » dit-elle en le posant sur la table, « mais pas celui de mademoiselle Denham. Elle porte du coton pour ses élèves. Celui-ci est en chevreau, gris pâle, très beau. » Poirot se pencha dessus, ses moustaches tressaillant pensivement. « Très intéressant. Un gant de dame, près du corps d'un gentleman. Dites-moi, Miss Marple, pensez-vous que cette histoire parle d'amour ?» Miss Marple regarda le gant de ses yeux clairs et délavés. Amour ou vanité. On confond souvent l'un avec l'autre, monsieur Poirot. Spéculation du soir. Ce soir-là, l'inspecteur Purley annonça qu'un mandat d'arrêt était en préparation contre Raymond Radley. Les preuves, insista-t-il, étaient suffisantes. Mais parmi les villageois, les opinions divergeaient plus que jamais. Certains murmuraient que mademoiselle Denham avait empoisonné le pianiste par jalousie. D'autres affirmaient que l'étranger, Poirot, devait être mêlé à l'affaire, sinon pourquoi serait-il apparu si soudainement? D'autres encore, se souvenant de la main tremblante du pianiste, suggérèrent qu'il s'était suicidé et que toute cette agitation autour de Radley était inutile. Miss Marple les écoutait tous. Assise près de sa fenêtre dans la pénombre, son tricot posé de côté, le regard tourné vers la ruelle tranquille où les ombres s'allongeaient. Elle pensait à la limonade, aux roses, aux gants, aux lettres, et à la fierté des hommes dont les dons les avaient trahis. Et elle pensait aussi aux faits curieux que dans chaque histoire racontée ce jour-là, que ce soit par la police, par Miss Denham ou par les villageois bavards, il y avait toujours quelque chose trop pratique, quelque chose qui s'adaptait un peu trop étroitement à sa place. « La propreté, » murmura-t-elle, reprenant les paroles de Poirot, « c'est une qualité des plus suspectes. »
Et dans le silence du soir, Miss Marple était certaine que la véritable histoire de la mort de M. Lionel Grant n'avait pas encore été racontée. Chapitre 4. Les fils de la tapisserie. Le lendemain matin, l'aube se leva avec cette clarté particulière qu'on retrouve après la pluie. Les haies lavées, les pavés brillants, l'air frais mais parfumé de terre humide. Willowbrook paraissait faussement innocent, comme si un meurtre n'avait pu avoir lieu ici. Mais Miss Marple savait que le mal ne se limitait pas aux rues sombres et aux petites gens. Il s'épanouissait, discrètement et parfois avec extravagance, parmi les roses et la respectabilité. Elle partit avec son panier et ses aiguilles à tricoter soigneusement rangées. Une dame âgée faisant ses visites matinales n'éveilla aucun soupçon. Pourtant, chaque visite, chaque pause dans la conversation était une nouvelle maille du tissu qu'elle créait tranquillement. Chez le marchand de légumes, Madame Witherby était déjà là, bien sûr, en pleine discussion animée avec le garçon du magasin au sujet du prix exorbitant des tomates. Mais dès que mademoiselle Marple entra, la conversation dévia avec une aisance acquise sur M. Radley et son chapeau compromettant. « Il y a du sang sur le bord, paraît-il », confia madame Witherby avec délectation. « Un signe évident qu'il a abattu le pauvre M. Grant avant de s'enfuir. C'est exactement comme dans les films d'horreur. »« C'est possible, » murmura Miss Marple en soupesant des prunes avec précaution. « Mais j'ai souvent remarqué que lorsque les choses se présentent exactement comme dans les histoires, la vie a généralement autre chose en tête. Auriez-vous remarqué par hasard si M. Radley portait des gants hier ?»« Des gants ?» Madame Witherby cligna des yeux, prise au dépourvu. « Mais oui, des gants de conduite, marron clair. Il les a posés sur le comptoir du Greenman, et il les a oubliés, j'imagine, car il ne les a jamais repris. Mon Dieu, dit Miss Marple le regard doux, comme certains hommes sont oublieux. L'énigme de Poirot. À midi, Miss Marple trouva Poirot arpentant le jardin du presbytère d'un pas mesuré, ses moustaches frémissant comme les antennes d'un petit insecte élégant. Il la salua avec une courtoisie solennelle. « Je suis perplexe, mademoiselle, » avoua-t-il. « Le cou brisé. Oui, ça suggère la force. Mais le verre avec son odeur d'amande. Ah, ça suggère le poison. Une seule méthode suffirait, n'est-ce pas? Pourquoi les deux? Parce que, répondit doucement Miss Marple, quelqu'un souhaitait que nous regardions dans plus d'une direction. Poirot s'arrêta net, le regard brillant. Parbleu! Tu crois que c'est une question de tromperie, de mise en scène? Miss Marple hocha la tête. On dirait plutôt un de ces spectacles amateurs que Madame Bantry apprécie tant. Une scène est jouée devant le public, tandis que derrière le rideau, on prépare quelque chose de tout autre. Poirot ricana. « Ma foi, vous avez l'instinct d'une actrice, Miss Marple. »« Oh mon Dieu, non, dit-elle placidement. Je ne fais que jardiner. » L'observation du jardinier Jarvis, le jardinier du vicaire, se montra plus communicatif que d'habitude lorsque Miss Marple lui apporta une part de gâteau aux graines qu'elle avait, accidentellement, cuit en surplus. Homme lent, il parlait avec parcimonie, mais sa mémoire des petits détails était précise. « Il n'y avait pas que des pétales sur le chemin, madame, » dit-il. « Il y avait aussi de la terre, moulue dans le gravier. Pas notre terre, plus foncée, comme celle du moulin. Je l'avais remarqué car j'avais ratissé cette allée le matin. » Le regard de Miss Marple s'aiguisa, mais sa voix resta douce. « Et vous en êtes certain, Jarvis? »« Certes, je suis là. Elles n'ont rien à voir avec nos massifs. Et puis, la tige du rosier, elle n'a pas été cassée en tombant. Elle était tordue, comme si quelqu'un l'avait agrippée. » Elle le remercia gentiment, et il retourna à sa bêche, sans jamais se douter que ces quelques mots lents avaient ajouté un point essentiel à la tapisserie de Miss Marple. Les secrets de l'homme vert. Plus tard dans l'après-midi, Poirot insista pour qu'ils retournent au Greenman. Monsieur Joly, le propriétaire, semblait encore plus nerveux qu'avant, le visage pâle sous son apparence rougeaud. « Je devrais en parler à quelqu'un, » murmura-t-il après une brève incitation. « Ça me tracasse, vraiment. Monsieur Radley m'a posé des questions sur les trains, certes, mais plus encore.
Il m'a insisté pour avoir des détails sur l'ancienne route du moulin. À quelle heure les gens l'empruntaient-ils, s'il y avait des lumières? Et puis, il hésita, jetant un coup d'œil nerveux au regard perçant de Poirot. Et puis, il y avait la dame. Miss Marple se pencha légèrement en avant. La dame? Une personne bien, mieux habillée que la plupart des gens ici. Gants gris, chapeau à plumes. Elle est arrivée en retard et a demandé M. Grant. Je lui ai dit qu'il était sorti et elle a semblé, disons, déçue. Elle est partie précipitamment. Elle n'a pas donné son nom. Poirot et Miss Marple échangèrent un bref regard. « Une dame aux gants gris », répéta doucement Miss Marple. « C'est très intéressant. » Réflexion du soir. Ce soir-là, Willowbrook s'installa mal à l'aise sous ses lampes et ses tables. L'inspecteur restait déterminé à arrêter Radley, et les villageois continuaient d'échafauder des théories à leur guise. Mais dans le salon du presbytère, deux détectives âgés, l'un belge, l'autre anglais, étaient assis près du feu, chacun absorbé par ses pensées. « Dites-moi, Miss Marple, » dit enfin Poirot, « vous croyez que la vérité ne réside pas seulement dans la violence ni dans le poison, mais dans les petites choses? Le gant, la terre, le programme aux notes inachevées. » « En effet, » dit doucement Miss Marple, « un meurtre c'est souvent un peu comme tricoter, monsieur Poirot. Une maille ratée ici, une boucle de plus là. Ça peut paraître anodin au premier abord, mais tôt ou tard, le motif se révèle. » Poirot inclina la tête. « Et dans ce schéma, vous voyez déjà ce que ce sera ?» Miss Marple sourit faiblement. « Pas encore. Mais je vois la main qui tient les aiguilles. Et c'est, je crois, le début de la compréhension. » Chapitre 5. Le mauvais suspect. L'inspecteur Purley appréciait la sensation du progrès. Au lendemain de la découverte de la voiture abandonnée de Radley, il était convaincu, et la moitié de la police du comté, que l'affaire était quasiment close. Le mandat d'arrêt contre Raymond Radley fut émis, et à midi, il était installé dans le bureau du vicaire, une pile de papiers devant lui, dictant au sergent Lake avec la satisfaction de planter le dernier clou dans un cercueil encombré. Chapeau, voiture, disparition. Tout cela ne fait qu'un, déclara-t-il en ponctuant ses paroles d'un coup sur le bureau. Il s'est disputé à son employeur, l'a empoisonné, puis a tenté de dissimuler l'affaire en le bousculant et en lui brisant le cou. Simple comme bonjour. Le vicaire, pâle et affligé, murmura que tout n'était pas toujours aussi simple aux yeux de la Providence. Madame Clément rôdait avec des tasses de thé, impatiente de se montrer hospitalière, mais incapable de retenir son regard inquiet vers Miss Marple et Poirot, assis tranquillement près du feu. Le tricot de Miss Marple claquait avec un calme trompeur. Poirot, parfaitement immobile, regardait l'inspecteur Purley avec une lueur d'amusement qui frisait dangereusement l'impertinence. L'arrestation. Cet après-midi-là, la nouvelle se répandit dans Willowbrook aussi rapidement que le vent dans un champ de blé. Radley avait été placé en détention. 2 agents de police, disait-on, l'avaient trouvé errant près de la gare de Market Shipping, échevelé et pâle. Le soir venu, chaque cottage avait sa version des faits. Pour certains, Radley était un vaurien enfin appréhendé. Pour d'autres, un homme tragique poursuivi par la malchance. Madame Price Ridley annonça triomphalement dans le salon de thé qu'elle le savait depuis le début, tandis que M. Pritchard estimait que les voyages à l'étranger avaient ruiné la réputation de Radley. Mais Miss Marple dit simplement « Oh mon Dieu !» de sa manière douce, et continua avec sa bordure en dentelle. Une visite à la cellule. Grâce à un arrangement spécial, Poirot et Miss Marple furent autorisés à accompagner l'inspecteur Purley à la prison du bourg le lendemain matin. Radley était assis sur le banc dur, les cheveux en bataille, le costume froissé, mais le regard étrangement provocateur. « Je suppose que vous êtes venu voir le méchant, » dit-il amèrement. « Eh bien, je ne suis pas le méchant. Je me suis peut-être disputé avec Lionel Grant, mais je ne l'ai pas tué. Il était déjà ruiné, et il le savait. » Poirot se pencha délicatement en avant. « Ruiné, monsieur ?» Radley eut un rire rauque. Sa main était finie. Il pouvait à peine toucher un accord sans trembler.
Le grand Lionel Grant, un pianiste qui ne savait pas jouer. Et pourtant il s'accrochait à moi pour des engagements, des honoraires que je ne pouvais plus obtenir. Je lui ai dit la vérité hier. Peut-être l'ai-je dit durement, mais je vous jure que je l'ai laissé en vie. L'inspecteur Purley renifla. Et pourtant, vous avez disparu dans la nuit, laissant votre voiture et votre chapeau derrière vous. Parce que j'avais peur, rétorqua Radley. Peur justement de ça, qu'on me le reproche. Quant à la voiture, elle est tombée en panne sur la route du moulin. Le chapeau, je ne sais rien, je ne l'ai jamais laissé là. Quelqu'un l'a placé, je vous le dis. Quelqu'un qui voulait me pointer du doigt. Le regard de Poirot devint perçant. Et cette personne, qui profiterait de la mort de ton ami? Radley hésita, puis écarta les mains. Beaucoup. Il avait des dettes. Il avait des amantes. Il avait assez d'ennemis. Mais moi, je n'avais rien à gagner si ce n'est des ennuis. Miss Marple, restée silencieuse pendant l'échange, se pencha en avant avec sa douceur. « Monsieur Radley, avez-vous vu quelqu'un après avoir quitté l'homme vert ?» Radley se frotta le front. « Une femme. Elle passait près du portail du cimetière. Elle portait des gants, gris, je crois. Elle s'est précipitée en me voyant. » Poirot et Miss Marple échangèrent un regard. Doute. À leur retour de prison, l'inspecteur Purley était plus triomphant que jamais. « Cet homme se condamne lui-même à chaque mot, » déclara-t-il. « Il admet s'être disputé, être parti effrayé, avoir été présent près des lieux. Il ne nous en faudra pas beaucoup plus. » Mais Poirot secoua gravement la tête. « Non, mon cher inspecteur, il admet trop et trop peu à la fois. Ce n'est pas un discours de culpabilité, mais de désespoir. » « Et pourtant il a couru, » rétorqua Purley. « Beaucoup d'hommes fuient lorsqu'ils sont innocents, » répondit Poirot. « Il ne fuait pas l'acte, mais son ombre. » Miss Marple parlait doucement, le regard perdu dans le vide. « On reproche souvent aux gens d'être les plus commodes. Un chapeau dans une haie, un gant sur un chemin. Tout est très propre, inspecteur. Et la propreté, d'après mon expérience, est presque toujours négligée en dessous. » Une découverte troublante. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'étendait sur Willowbrook, Miss Marple fit une nouvelle promenade tranquille dans le jardin du presbytère. Près du rhododendron, où le gant avait été retrouvé, elle remarqua quelque chose qu'elle avait oublié, un petit bouton gris perle, bien trop délicat pour appartenir aux vêtements robustes de Radley. Elle se pencha lentement, le récupéra et le glissa dans son mouchoir. Plus tard, dans le salon du presbytère, elle le montra à Poirot. « Un bouton de dame, » murmura-t-elle. « Un gant, ou peut-être une robe, est tombé, je crois, non pas par accident, mais à la hâte. » Poirot le souleva délicatement, les yeux plissés. « Nous avons donc un gant, un bouton, une femme vue par 2 témoins. Ah, ma chère Miss Marple, cela devient une histoire de la femme. » Toujours, là où les hommes se disputent, il y a aussi une femme. C'est le modèle éternel. Miss Marple secoua légèrement la tête. Pas toujours, monsieur Poirot. Parfois, c'est la vanité, la peur ou l'orgueil qui sont en cause. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la vérité est toute proche. Seulement, elle marqua une pause, les yeux cernés. Seulement, je ne crois pas que le pauvre monsieur Radley soit le coupable. Chapitre 6. Secret révélé. L'arrestation de Raymond Radley aurait dû apaiser un peu Willowbrook. Au lieu de cela, elle n'a suscité que de nouveaux murmures, de nouveaux regards furtifs par-dessus les haies des chaumières, et le sentiment profond que la vérité n'avait pas encore été découverte. L'inspecteur Purley resta ferme dans sa conviction. « Cet homme est coupable. Un point, c'est tout, » déclara-t-il au sergent Lake, tandis qu'ils examinaient leurs notes au presbytère. Mais le sergent Lake, bien que respectueux, paraissait troublé. Il avait entendu trop de voix dans le village qui ne correspondaient pas tout à fait à la conclusion claire de l'inspecteur. Et l'une de ces voix, aussi douce et discrète fut-elle, était celle de Miss Marple. Elle, de son côté, continua ses petites visites au village. Un mot discret chez l'épicier, une question polie chez le mercier, et peu à peu, une image commença à émerger.
une image plus colorée que le simple portrait de culpabilité de l'inspecteur Purley. Les finances du pianiste. Ce fut M. Pritchard, l'instituteur à la retraite, qui apporta la première information surprenante. Il se targuait d'être un esprit ordonné, et lorsque Miss Marple vint lui demander une tasse de thé, il ne put résister à déplier un mémo soigneusement rédigé. « Voyez-vous, Miss Marple, j'étais trésorier du comité des fêtes, » expliqua-t-il, essoufflé légèrement en ajustant ses lunettes. Il était convenu que M. Grant se produirait gratuitement, en guise de contribution. Mais la veille, il a envoyé un mot réclamant des honoraires considérables, plutôt inconvenants. J'ai refusé, bien sûr. Il a menacé de se retirer, mais il a fini par se produire, même si Dieu sait quel genre de prestation il s'agissait. Il m'a semblé que c'était moins une question d'art que de méchanceté. Miss Marple écoutait avec un léger hochement de tête. « C'est très intéressant, Monsieur Pritchard. Et a-t-il été payé ?»« Pas un sou, » dit M. Pritchard avec satisfaction. « Et j'imagine qu'il en avait terriblement besoin, car ses vêtements étaient chers, mais ses factures... Eh bien, j'ai entendu des rumeurs à Market Shipping au sujet de créanciers. On ne vit pas de luxe avec de l'air. » La confession de Miss Denham. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple se rendit à Rose Hill, où Miss Violet Denham donnait une leçon de piano à un petit garçon pâle. Une fois l'enfant parti, la jeune femme s'assit, lasse, les mains tremblantes sur les touches. « Vous devez avoir une très mauvaise opinion de moi, Miss Marple, » dit-elle aussitôt. « J'ai dit du mal de lui quand j'étais en colère. Mais je dois vous dire autre chose. J'ai été fiancée à Lionel Grant. Brièvement, il y a des années. Il a rompu par ambition. Il disait qu'une épouse ne ferait que freiner sa carrière. Pourtant, à son retour à Willowbrook, il a laissé entendre que nous pourrions peut-être recommencer. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Et vous avez été tentée ?» Miss Denham eut un rire amer. « Tentée, certes, mais pas déçue. Sa main lâchait, et il me regardait non pas avec amour, mais avec désespoir. Il pensait que je lui serais utile, une compagne, une enseignante capable de gérer ses élèves tout en savourant ses anciennes gloires. C'était humiliant. » Elle pressa un mouchoir sur ses yeux. Je le lui ai dit. C'est pour ça qu'on s'est disputé. Miss Marple posa doucement la main sur son bras. Merci, ma chère. La vérité est souvent plus douloureuse que la méchanceté. L'histoire du propriétaire au Greenman, M. Jolley se montra moins réticent qu'auparavant. La découverte de la prétendue culpabilité de Radley lui avait délié la langue, mais les questions patientes de Miss Marple lui firent ressortir un détail qu'il avait omis auparavant. Il y avait un autre visiteur ce soir-là, admit-il en polissant ses lunettes. Un gentleman de Londres, je crois, bien habillé, le regard perçant. Il a demandé si M. Grant avait des dettes. Il a dit qu'il envisageait un arrangement. J'ai trouvé ça bizarre, mais qui suis-je pour intervenir? Il est parti précipitamment, cependant, en apprenant que Grant se produisait. Poirot, qui avait accompagné Miss Marple dans cette course, se pencha. Cet homme, quel nom a-t-il donné? Aucune, avoua Jolley, mais il a oublié une carte de visite par erreur. Il l'a sortie d'un tiroir. Monsieur Harold Fenton, avocat. Les moustaches de Poirot frémissaient d'intérêt. Un notaire qui s'enquiert des dettes? Ah, ça a un goût de faillite, d'argent dû. L'argent est toujours à la base, n'est-ce pas? La connaissance d'une veuve. La dernière révélation de la journée vint, comme souvent, d'une source souvent négligée. La vieille Madame Finch, marchant avec son ombrelle noire, fit signe à Miss Marple de s'écarter d'un murmure théâtral. « J'ai vu quelque chose, Jane Marple, et je n'en ai rien dit à l'inspecteur car il me traite comme une vieille folle. Mais je ne le suis pas. En passant devant le presbytère au crépuscule, j'ai aperçu Lionel Grant avec une dame près de l'allée des Roses. Pas Miss Denham, ni le genre de Radley non plus. Un inconnu, grand, beau manteau, et elle lui a donné un paquet. Oui, un paquet, comme une lettre, mais plus épais. Il l'a vite mis dans sa poche quand il m'a vu le regarder. Et maintenant, eh bien,
Maintenant il est mort. Miss Marple la remercia avec gravité, bien qu'elle songeât intérieurement que madame Finch se trompait rarement dans ses observations, aussi brodés que fussent ses récits. Soirée au presbytère. Ce soir-là, Poirot et Miss Marple étaient de nouveau assis dans le salon du presbytère, reconstituant les découvertes de la journée. L'inspecteur Purley s'était retiré, satisfait, convaincu que l'affaire Radley était solide. Mais les aiguilles de Miss Marple claquaient sans cesse tandis qu'elle murmurait « Nous avons donc des dettes, des fiançailles rompues, des querelles et des rencontres secrètes. Monsieur Grant n'était plus l'artiste admiré d'autrefois, mais un homme accablé de toutes parts, par l'argent, par l'orgueil, par l'échec de ses talents. Et là où les hommes sont accablés, d'autres voient des opportunités. » Poirot inclina la tête, et parmi ces autres, il faut chercher. Qui a le plus à gagner, financièrement, émotionnellement, et même socialement, du silence de Lionel Grant? Miss Marple leva les yeux de son tricot, le regard toujours aussi doux. La réponse se trouve peut-être dans ce paquet que madame Finch a vu. Des lettres, de l'argent, ou quelque chose de plus dangereux. Il faut toujours être prudent avec les paquets, monsieur Poirot. Ils ont tendance à contenir plus qu'on ne veut bien l'admettre. Le feu crépitait doucement, et dehors, l'horloge du village sonnait 9 heures. Mais au presbytère, 2 esprits perspicaces étaient aux aguets, pressentant que le mystère des secrets de Willowbrook commençait enfin à révéler ses plus sombres secrets. Chapitre 7. Un tournant soudain. Le rythme paisible de Willowbrook, si facilement perturbé, fut à nouveau perturbé le 2e dimanche après la fête. Les cloches de l'église venaient de cesser de sonner, et les villageois s'attardaient dans le cimetière, échangeant des plaisanteries mi-ragots, mi-condoléances. L'inspecteur Purley, toujours aussi calme, descendait le sentier d'un pas raide, convaincu que l'arrestation de Radley avait rétabli l'ordre. Mais l'ordre, Miss Marple le savait, est une illusion fragile. Ce fut madame Clément, pâle et tremblante, qui se précipita vers Miss Marple et Poirot, qui se tenaient près de la porte de la Liche. « Il s'est passé quelque chose d'horrible, » murmura-t-elle, « à la sacristie. Pauvre monsieur Pritchard, le maître d'école, il s'est effondré, mort. » Le choc de la sacristie. À l'intérieur, la sacristie sentait le cirage et les soutanes humides. Monsieur Pritchard était affalé sur la table du greffier, ses lunettes de travers, le visage cireux. Il serrait un billet à moitié terminé dans sa main. L'inspecteur Purley se pencha vers lui, les sourcils froncés. Un arrêt cardiaque sans doute. Il n'était pas jeune. Dommage, mais c'était naturel. Poirot se pencha délicatement, ses doigts ne touchant jamais le corps. Naturel, dites-vous ? Et pourtant les lèvres sont légèrement bleues, les yeux pincés. Non, mon ami, cela ne me paraît pas naturel. Le regard de Miss Marple se posa sur le mot que Pritchard tenait à la main. « Pourriez-vous nous le permettre ?» demanda-t-elle doucement. Purley le lui tendit à contre-cœur. L'écriture était nette, mais hésitante. « Je ne peux plus me taire. Ce que j'ai vu cette nuit-là. » La phrase se terminait par une ligne irrégulière. Le stylo, dérapant comme s'il avait été arraché. L'inspecteur grogna. « Le suicide, alors. Submergé par la culpabilité, peut-être. Ou réduit au silence, » dit Miss Marple à voix basse, avant qu'il ait pu terminer sa phrase. La tasse de thé empoisonnée. C'est le sergent Lake, avec son regard attentif, qui repéra la tasse de thé dans le coin de la sacristie. « Encore chaude, » murmura-t-il. « Elle sent légèrement, amèrement. » Poirot renifla délicatement. « Encore des amandes amères. Notre vieille connaissance, le cyanure. Quelqu'un a offert une dernière tasse de thé au bon monsieur Pritchard, mais pas, je crois, pour le rafraîchir. » Miss Marple croisa les mains. « Pauvre homme, il était précis, vous savez. Il n'aurait jamais laissé sa phrase inachevée par choix. Il aimait toujours compléter ses calculs. » Chuchotement après le service. «
Le soir, Willowbrook était le théâtre de nombreuses spéculations. « Pritchard en savait trop », déclara Madame Price Ridley d'un ton sombre. « Il allait sans doute dénoncer Radley. »« Non, non, » rétorqua Madame Witherby en servant du thé au Rose and Thimble. « Il avait des problèmes cardiaques. Tout le monde le savait. L'inspecteur a raison. »« Alors pourquoi ce mot ?» demanda Madame Finch d'un ton triomphant. « Je l'ai vu de mes propres yeux. Il écrivait quelque chose d'important. Et maintenant il est parti. Croyez-moi, le meurtrier est toujours parmi nous. » Le village, une fois de plus, était divisé, la moitié s'accrochant à la sécurité du récit simple de Purley, la moitié murmurant que la mort de Lionel Grant n'était que le début. Les préoccupations de Poirot. Ce soir-là, Poirot était assis avec Miss Marple dans le salon du presbytère. Son calme habituellement impeccable était teinté d'un réel malaise. « Ça change tout, ma chère, » dit-il gravement. « 2 morts. L'une peut être déguisée en accident, l'autre déguisée en naturel. Mais toutes deux. Ah, toutes deux avec la petite signature du poison. » Miss Marple hocha la tête, ses aiguilles étincelant doucement. « Oui. Et tous deux liés à des mots non prononcés. Monsieur Grant n'a joué aucune note. Monsieur Pritchard n'a écrit aucune conclusion. Le silence peut être aussi éloquent que la parole, vous ne trouvez pas ?» Poirot la regarda avec admiration. « Vous êtes formidable, Miss Marple. Vous percevez dans la fragilité humaine un schéma que nous autres ne voyons pas. »« Pas redoutable, » dit-elle doucement. « Juste observateur. Les gens en disent souvent plus qu'ils ne le pensent, si on leur en donne l'occasion. » Un nouveau suspect. Le lendemain matin, le sergent Lake apporta de nouveaux renseignements. « Monsieur, » rapporta-t-il à l'inspecteur Purley, « Monsieur Fenton, l'avocat londonien, a mené une enquête à Market Chipping. Il affirme que Monsieur Grant était lourdement endetté et avait hypothéqué ses futurs concerts. Si la nouvelle de son état se répandait, les créanciers risquaient de lourdes pertes. Fenton lui-même, peut-être. » Poirot haussa un sourcil. « Alors, notre pianiste était ruiné à plus d'un titre. Fierté et argent, tous deux envolés. Et maintenant, peut-être, un avocat qui avait beaucoup à perdre. » Miss Marple, tricotant toujours, ajouta doucement. « Et beaucoup à gagner, inspecteur, si le silence était préservé. » Un village inquiet. Au crépuscule, les rosiers de Willowbrook perdaient leur innocence. Les ombres s'allongeaient sur les ruelles, et le village autrefois animé semblait retenir son souffle. Car si Radley était coupable, pourquoi M. Pritchard était-il mort lui aussi? Et si Radley était innocent, alors quelqu'un d'autre tramait une tromperie bien plus complexe. Miss Marple était assise à la fenêtre de son cottage, regardant la rue tranquille. Elle pensait aux billets inachevés, aux gants gris, à la carte de notaire et à l'homme qui avait autrefois joué de la musique, mais qui ne produisait plus que le silence. « 2 morts, » murmura-t-elle, « mais une seule vérité. Et elle est toute proche, maintenant, vraiment toute proche. » Chapitre 8. Le filet se resserre. La mort de M. Pritchard jeta une ombre plus longue sur Willowbrook que le meurtre de Lionel Grant. La fête, après tout, était une fête de village, mais le maître d'école avait été la conscience du village. Sa voix aiguë, son insistance sur la précision, ses petites lunettes capricieuses, tout cela était devenu si habituel depuis si longtemps que leur absence soudaine frappait au cœur même de l'ordre quotidien. Et pour Miss Marple, cela confirmait ce qu'elle soupçonnait depuis le début. M. Radley, bien que coupable de querelle et d'égoïsme, n'était pas coupable de meurtre. Quelqu'un, quelque part, s'efforçait vraiment d'attirer l'attention ailleurs. Les interviews de Poirot. L'inspecteur Purley, toujours obstinément attaché à sa théorie de la culpabilité de Radley, avait autorisé à contre-cœur Poirot à interroger à nouveau les principaux témoins. Le détective belge mena son enquête dans le bureau du vicaire, en présence du sergent Lake et de mademoiselle Marple tricotant tranquillement dans un coin. D'abord vint Violette Denham, pâle et nerveuse. Elle affirma n'avoir pas revu Pritchard après la fête, même si ses yeux clignaient étrangement en le disant. Poirot l'interrogea doucement. « Vous vous êtes disputée avec M. Grant, mademoiselle,
parce qu'il avait promis de l'aide et qu'il l'avait retirée, n'est-ce pas? Oui, admit-elle en rougissant, mais je ne souhaitais pas sa mort. J'aurais juste aimé qu'il soit plus gentil. C'est tout. Poirot inclina la tête. Et le soir de la fête, êtes-vous rentré seul à pied? Une pause, puis oui, seul. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent une fois, puis deux. Elle ne dit rien, mais son regard était doux et scrutateur. Ensuite est venu Monsieur Joly, le propriétaire de The Green Man. Ses grandes mains tordèrent son mouchoir, tandis qu'il avouait, à contre-cœur, que Lionel Grant lui devait de l'argent pour des semaines de logement à Londres. Je n'aurais jamais cru le revoir, mais Radley m'avait promis qu'il viendrait. Seulement, il n'est jamais venu. J'ai été stupide de le laisser filer. Les moustaches de Poirot se hérissèrent. Vous aviez donc des raisons d'être irrité, monsieur. Pourtant, vous dites avoir vu une dame, gantée de gris, demander monsieur Grant ce soir-là. Oui, grande, fine. Elle n'a pas donné son nom. Elle est partie précipitamment. Poirot échangea un regard avec Miss Marple. Le gant, encore. Enfin, Harold Fenton, avocat à Londres. Homme vif et bien habillé, il se tenait avec l'assurance d'un homme habitué à commander. Son ton était dédaigneux lorsque l'inspecteur Purley le pressait. « J'ai représenté certaines parties auxquelles M. Grant devait des sommes considérables, » dit-il sèchement. « Naturellement, je me demandais si ces engagements permettraient de couvrir ses dettes, mais je n'avais aucun différend avec lui. Les affaires sont les affaires. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Et pourtant, monsieur, si votre client meurt en disgrâce, vous perdez de l'argent. Ce n'est pas du business, c'est un désastre. » Fenton serra les lèvres. « Je n'ai pas pour habitude d'assassiner des débiteurs, monsieur Poirot. Si c'était le cas, mon activité serait très limitée. » Miss Marple, levant les yeux de son tricot, dit doucement. « Et pourtant, monsieur Fenton, ce sont parfois les plus petites pratiques qui échappent à l'attention. » L'avocat fronça les sourcils, incertain s'il avait été accusé ou complimenté. Observation silencieuse. Après les entretiens, Poirot arpentait le bureau. « Nous avons des dettes, de la jalousie, de l'humiliation, et maintenant une autre mort, pour faire taire celui qui a vu quelque chose. Toujours le silence, Miss Marple. C'est un thème récurrent. » Miss Marple hocha la tête. « Oui, silence et fierté. » Lionel Grant et M. Pritchard ont tous deux sauvé les apparences, mais pour des raisons différentes. Et tous deux en ont payé le prix. Le sergent Lake, qui avait griffonné dans son carnet, s'aventura. « Si Radley est innocent, monsieur, alors quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le faire passer pour coupable. À qui profite le plus ?» Miss Marple sourit gentiment. « C'est exactement la bonne question, sergent. » Une promenade dans le jardin. Ce soir-là, Miss Marple fit sa promenade habituelle dans le jardin du presbytère. Poirot l'accompagnait, ses chaussures vernies impeccables, même sur le gravier de l'allée. « Songez, monsieur Poirot, » dit-elle doucement, « que le mégot, le gant, le chapeau, la tige de rose cassée, tout cela reste à voir. Et pourtant, je crois que l'indice le plus important était pas gauche. Quelque chose a été emporté. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Le paquet. »« Oui. Madame Finch l'a vu. Une dame l'a remis à monsieur Grant. Mais lorsque son corps a été retrouvé, il n'y avait pas de paquet. C'est, je crois, ce que monsieur Pritchard a vu. Il a été précis, comme je l'ai dit. Il aurait remarqué son absence. Et pour cela, il a été réduit au silence. » Poirot émit un léger sifflement. « Alors, il faut trouver la dame aux gants gris. Elle est au cœur de tout. » L'expression de Miss Marple était douce mais ferme. « Oui, et je crois qu'elle est plus proche qu'on ne le pense. » Le piège commence. De retour dans sa chaumière ce soir-là, Miss Marple était assise près du feu, son tricot soigneusement plié sur ses genoux. Elle examina tour à tour chaque suspect. Radley avec ses dettes et son caractère. Violette Denham avec son orgueil blessé. Monsieur Joly avec ses comptes impayés, Monsieur Fenton avec ses intérêts financiers, et derrière eux, la silhouette sombre de la dame aux gants gris. Elle sourit intérieurement, un petit sourire presque triste. « Il est temps,
murmura-t-elle, de laisser les gens parler un peu plus librement qu'ils ne le souhaitent. Et pour cela, il faut poser le bon appât. Dehors, l'horloge de l'église sonna 10 heures. À Willowbrook, les rideaux étaient tirés, les lampes tamisées, et les villageois s'endormaient d'un sommeil agité. Mais dans une petite maison, une vieille dame était bien réveillée, préparant son petit piège discret. Chapitre 9. Le piège. Dans les villages, on ne tend jamais de piège avec des filets ou des collets. On les tend avec des tasses à thé, du tricot et des remarques apparemment innocentes qui se perdent dans la conversation comme du duvet de chardon. Miss Marple, qui le savait mieux que quiconque, commença à tisser son motif avec la plus grande délicatesse. Tout a commencé, comme c'est souvent le cas, par une invitation à prendre le thé. Thé au presbytère. Madame Clément, ravie d'avoir une activité constructive après tant de calamités, organisa une petite réunion dans le salon du presbytère. « On n'est que quelques-uns, dit-elle joyeusement, pour remonter le moral. » C'était d'ailleurs mademoiselle Marple qui l'avait suggéré. Étaient présents Violette Denham, pâle et abattue, Monsieur Joly qui avait été dissuadé non sans mal de quitter l'homme vert, Monsieur Fenton, l'air vif et légèrement dédaigneux, et à la surprise générale, l'inspecteur Purley lui-même, qui avait accepté, arguant que les villageois ne devraient pas trouver la loi trop stricte. Poirot, bien sûr, était présent, impeccable et observateur. Miss Marple elle-même était assise près du feu, son panier à tricot à ses pieds, apparemment absorbée par le comptage des mailles. Mais ses yeux pétillaient doucement, tandis que les accessoires pour le thé passaient. Douces incitations. La conversation fut d'abord polie, voire ennuyeuse. On discutait des roses, du sermon, et du pasteur, du prix exorbitant du charbon. Puis, avec un léger soupir, Miss Marple observa. « C'est curieux, n'est-ce pas, comme certains objets réapparaissent sans cesse. Un gant dans le jardin, un gant sur la main d'une dame, et maintenant un bouton d'un tel gant. On pourrait presque penser que les gants sont aussi dangereux que les pistolets. » Monsieur Joly ricana nerveusement. Violette rougit. Fenton haussa un sourcil mais ne dit rien. Poirot se pencha en avant, son ton faussement désinvolte. « Ah, mais c'est encore plus curieux lorsqu'un objet apparaît là où il ne devrait pas être. Par exemple, un chapeau taché de sang, si commodément laissé, ou un programme avec des notes griffonnées, trouvé sous une haie. Ces choses-là n'arrivent pas toutes seules. » Le silence qui suivit fut pesant. Miss Marple se pencha sereinement sur son tricot. Une réaction surprise. « Je suppose, » dit soudain Violette Denham, « que tu veux dire que quelqu'un les a mis là, délibérément. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille ? » « Pour que tout soit bien rangé, ma chère, » dit doucement Miss Marple. « Et la vie est rarement simple d'elle-même. » Fenton eut un petit rire sec. « Vous n'imaginez tout de même pas qu'il s'agit d'une comédie amateur, Miss Marple ? Les vrais crimes ne sont pas mis en scène pour le divertissement. »« Oh, mais c'est souvent le cas, » répondit Miss Marple d'un ton doux. « Pas pour le plaisir, peut-être, mais pour les apparences. Et les apparences, monsieur Fenton, font souvent la différence entre la suspicion et la sécurité. » Sa bouche se pinça, les moustaches de Poirot tressaillirent, mais il ne dit rien. Un murmure à Poirot. Lorsque le thé fut terminé et que les invités furent départis avec plus ou moins de raideur, Miss Marple se tourna vers Poirot. « Ils vont parler entre eux maintenant, » dit-elle doucement. « Et quand on parle, on trahit bien plus qu'on ne le pense. Avez-vous remarqué la réaction de M. Fenton ? Il a ri, mais pas avec aisance. Et Violette, elle a trop vite suggéré que quelqu'un d'autre avait peut-être dissimulé des preuves. La rapidité est toujours révélatrice, je pense toujours. » Poirot inclina la tête. « Et Monsieur Joly ?» Il rit aussi, mais avec nervosité, pas avec colère. « Oui, » acquiesça Miss Marple. « Il a peur, mais il n'est pas coupable. Sa conscience repose sur de petites dettes, pas sur un meurtre. Ce sont les autres qu'il faut surveiller. » Posez l'appât. Le lendemain, Miss Marple rendit visite à Madame Finch, ravie d'avoir un nouveau public pour ses souvenirs. Autour d'un thé et d'un gâteau aux graines, Miss Marple laissa échapper
avec désinvolture. Une remarque: la police avait enfin découvert le contenu du mystérieux paquet reçu par Lionel Grant. « Vraiment ?» souffla Madame Finch, les yeux brillants. « Je savais que ce serait quelque chose d'important. » « Oui, » dit Miss Marple d'un ton placide, « et celui qui l'a touché se retrouvera dans une position très inconfortable. » Elle n'en dit pas plus, mais elle savait que Madame Finch transporterait la nouvelle comme une étincelle à travers la barbe sèche, déclenchant des conversations dans tous les coins du village. Poirot, lorsqu'elle le lui raconta plus tard, sourit. « Ah, ma chère, vous êtes méchante. Vous répandez la rumeur pour que le coupable se trahisse, n'est-ce pas ?» Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « J'ai seulement dit ce que les gens voulaient bien croire. La nature humaine fera le reste. » Le premier glissement. Ce soir-là, alors que le soleil baissait sur Willowbrook, le sergent Lake informa le presbytère. « Monsieur, dit-il à l'inspecteur Purley, Monsieur Fenton est arrivé au poste il y a moins d'une heure, exigeant de savoir ce qu'on avait trouvé dans un paquet. Il semblait agité. Il a dit qu'il avait le droit de savoir. » Les yeux de Poirot brillèrent. Miss Marple baissa les yeux sur son tricot, lissant la laine de ses doigts sereins. « Comme c'est curieux, » murmura-t-elle, « car je n'avais pas dit que c'était un paquet rien du tout, seulement que la police avait trouvé quelque chose. Il semble que M. Fenton en sache plus qu'il ne veut nous le faire croire. » Poirot hocha la tête avec satisfaction. Le piège, elle le referme. Chapitre 10. Le dénouement. La rumeur du paquet se répandit à Willowbrook comme Miss Marple l'avait discrètement prévu. En un jour, tous les villageois étaient convaincus que la police avait découvert quelque chose d'accablant. Une lettre, des aveux, une liste secrète de noms. Personne ne savait quoi, mais chacun avait sa théorie. Et au milieu de tout cela, ceux qui avaient quelque chose à cacher commencèrent, un tant soit peu, à perdre leur sang-froid. La réflexion de Poirot, marchant avec Miss Marple le long de l'étroite ruelle en direction de Rose Hill, leva ses mains immaculées. « Vous avez fait preuve de beaucoup de subtilité, ma chère, » dit-il avec admiration. « En suggérant l'existence d'un paquet, vous avez tiré le renard de son terrier. Voyez-vous comment M. Fenton se précipite à la police, exigeant des informations qu'il ne devrait pas soupçonner? C'est l'image même de la culpabilité. » Miss Marple secoua doucement la tête. « La culpabilité ou la peur, monsieur Poirot. Il est parfois difficile de distinguer l'une de l'autre. Et la peur, vous savez, est aussi un motif très puissant. » Il la regarda les yeux plissés. « Tu te doutes qu'il y a encore du nouveau à venir, hein? »« Bien sûr, » répondit Miss Marple sereinement. « Les choses ne sont jamais aussi simples qu'un coupable. Il reste des fils à démêler. » La détresse de Violette. Lorsqu'ils rendirent visite à Violette Denham cet après-midi-là, ils la trouvèrent pâle et agitée. Elle avoua aussitôt avoir entendu parler du paquet et être terrifiée. « Il a conservé des lettres de moi. »« Oh » murmura-t-elle. « Rien de méchant, juste des bêtises. De vieilles lettres de l'époque où je croyais en lui. Si on les retrouvait, si on les lisait, je ne relèverais plus jamais la tête. » Miss Marple posa doucement la main sur la sienne. « Ma chère, les lettres insensées ne sont pas un crime. Elles appartiennent à la jeunesse de presque tout le monde. Il est bien pire de vivre sans bonté que d'avoir aimé sans sagesse. » Violette fondit en larmes. « Je ne l'ai pas tué, je le jure. Mais je l'ai détesté cette nuit-là. Je détestais son regard, comme si j'étais la nourrice de sa vanité. Je l'ai laissé à la porte du cimetière. Après ça, je n'ai plus rien vu. » Poirot la regarda attentivement. « Et pourtant, mademoiselle, on vous a revue, près de l'allée des Roses, près de Radley. Vous portiez des gants. » Ses lèvres tremblaient. « Oui, j'étais revenu pour le supplier de parler au nom de mes élèves. Mais arrivé au bord de l'allée, il n'était plus là. J'ai vu une silhouette s'éloigner. Un homme, je crois. Puis je me suis précipité chez moi. » Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement. « Alors, vous y étiez. » Ça explique un peu, mais pas tout. L'inquiétude du propriétaire. Plus tard, au Greenman, M. Joly était dans un état d'agitation nerveuse. « L'histoire de ce paquet a perturbé tout le monde, » murmura-t-il. « On dit qu'il contient des noms, des dettes, et même des secrets du comité de la fête.
Mais je vais vous le dire franchement, si Lionel Grant tenait des listes, mon nom pourrait bien y figurer. Il me devait plus d'1 mois de pension à Londres. Je lui ai pardonné, mais si ma femme l'apprend, eh bien, ce ne sera pas agréable, Miss Marple. Poirot eut un léger sourire. Vous craignez donc la disgrâce, monsieur, et non la potence. C'est une distinction importante. Joly rougit mais ne dit rien. La colère de l'avocat. Ce soir-là, l'inspecteur Purley fit irruption au presbytère. « Maudit soit cet avocat !» explosa-t-il. « Il est entré dans mon bureau en menaçant de poursuites judiciaires si nous ne lui remettions pas le prétendu dossier. Il a prétendu représenter des clients importants. Je lui ai assuré que rien de tel n'avait été trouvé. Il est reparti en colère, marmonnant qu'il ne se laisserait pas berner. » Poirot et Miss Marple échangèrent un regard. Poirot murmura « Alors, on pique le nid de guêpe, et la guêpe montre son dard. » Miss Marple hocha la tête sereinement. « Oui, et les guêpes, cher inspecteur, sont plus dangereuses quand elles ont peur. » Une nouvelle preuve. Ce fut le sergent Lake qui apporta la révélation suivante. Il avait fouillé le chemin du moulin où la voiture de Radley avait été abandonnée. Dans la haie voisine, il trouva un bout de papier, taché par les intempéries mais lisible. C'était le coin déchiré d'une enveloppe, adressée de la main audacieuse de Lionel Grant. À Mademoiselle Violette Denham, Rose Hill Cottage. L'inspecteur frappa du poing sur la table. Voilà la preuve qu'il correspondait avec elle, la preuve qu'elle avait des raisons de le faire taire. Mais Miss Marple secoua la tête. Une preuve seulement qu'il lui a écrit, inspecteur. Pas de preuve de ce qu'il a écrit, ni de ce qu'elle en a fait. Il faut être très prudent et ne pas confondre preuve et conclusion. Poirot, soulevant délicatement le papier, murmura. Pourtant, cela montre que notre pianiste correspondait en secret. Et le secret est souvent le plus fatal des luxes. Les fils qui se dénouent. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son cottage, son tricot mis de côté. Elle repensait à tous les petits détails dans son esprit paisible. Un pianiste dont les mains tremblaient, accrochées à la fierté. Un agent qui a argumenté, mais qui n'a pas tué. Un maître d'école qui a vu quelque chose, et qui est mort pour cela. Une jeune femme avec de vieilles lettres et un cœur brisé. Un propriétaire dont les dettes ont été pardonnées mais pas oubliées. Un avocat furieux de la perte d'argent et peut-être de la face. Une dame aux gants gris, toujours pas nommée. Le motif devenait plus clair, comme une tapisserie vue du côté droit après une longue étude de ses nœuds et de ses enchevêtrements. Elle croisa les mains et murmura « Oui, je vois maintenant. Mais il faut que d'autres le voient aussi. Et cela demande un petit coup de pouce. » Ses yeux pétillaient à la lumière de la lampe, perçants et bienveillants à la fois, car Jane Marple savait que le meurtrier était déjà en train de s'effilocher et qu'une dernière traction suffirait à défaire tout le complot. Chapitre 11. Le piège final. Le soleil d'août s'attardait paresseusement sur Willowbrook, mais sous sa chaleur, un froid glacial s'était installé sur le village. 2 morts, une arrestation et d'interminables spéculations avaient laissé les villageois inquiets, méfiants et prompts à chuchoter derrière des portes à moitié closes. Pour l'inspecteur Purley, l'affaire était close. Radley était le coupable, et tout le reste n'était que coïncidence. Pour Poirot et Miss Marple, en revanche, le schéma était clair. Quelqu'un d'autre tissait les fils, avec soin, mais pas assez. Miss Marple, qui préférait toujours l'action à l'argumentation, avait décidé qu'il était temps de tendre le piège. Une invitation. On annonça de la manière la plus naturelle qui soit que la femme du pasteur organiserait une petite soirée pour remonter le moral après les terribles événements. Thé, sandwich et un peu de musique étaient le promis. Aucun des invités ne devina que c'était Miss Marple elle-même qui avait proposé cela, ni qu'elle avait sélectionné la liste des invités avec le soin d'un botaniste taillant un rosier. Ainsi, lorsque la compagnie s'est réunie dans la salle de réception du presbytère, elle comprenait Violette Denham, pâle mais résolue, Monsieur Jolet, nerveux et en sueur, Harold Fenton, l'avocat, et raide de ressentiment, Sergent Lake, constant et observateur,
L'inspecteur Purley, certain de la culpabilité de Radley. Poirot, impeccable, amusé et vigilant. Et Miss Marple, silencieuse dans son fauteuil d'angle, tricotant de la laine blanche avec des doigts sereins. L'appât. La conversation tourna, comme Miss Marple le savait, vers ce qu'on appelle paquet. « Cela finira par éclater bien assez tôt, » observa-t-elle doucement, les yeux rivés sur son tricot. « Et quand cela arrivera, j'ose dire que cela nous surprendra tous. Les lettres sont si souvent gênantes pour ceux qui les ont écrites, ou pour ceux qui les ont reçues. » À ces mots, Violette Denham rougit profondément. Monsieur Jolet toussa dans son mouchoir. Mais ce fut Fenton qui rétorqua. Si une telle chose existe, elle appartient aux autorités compétentes, pas aux commères du village. Tout à fait, acquiesça sereinement Miss Marple. Mais voyez-vous, monsieur Fenton, les autorités ne le possèdent pas encore. On peut donc se demander qui le possède. Il y eut un silence. Les yeux de Poirot brillèrent. Une démonstration, Poirot se leva et se dirigea vers le piano, sa main effleurant les touches sans bruit. « Imaginez, dit-il doucement, un homme qui savait autrefois jouer de la musique, mais dont la main l'a trahi. Il est désespéré, fier, endetté. Quelqu'un vient le trouver avec un paquet, une affaire peut-être, ou une menace. Il le cache dans sa poche. Et puis, peu de temps après, il meurt. Plus tard, un autre homme qui en a trop vu commence à écrire un mot, et il meurt à son tour. À qui profite un tel silence ? Fenton se tortilla, mal à l'aise. « Tu ne veux pas dire ?» Miss Marple l'interrompit doucement, ses aiguilles s'arrêtant brusquement. « Je veux dire ceci. Celui qui craignait le plus ce que révélait ce paquet est celui qui a tué pour le cacher. Et nous savons déjà qui était le plus impatient de le posséder. » Ses yeux, doux mais perçants, se posèrent sur Fenton. La fissure dans la façade. L'avocat rit. Trop fort. « C'est absurde. » Je n'avais aucune raison de faire du mal à Grant. Ses dettes me regardaient, rien de plus. Et Pritchard, quel lien pouvais-je avoir avec ce vieux grincheux ? Miss Marple reprit calmement son tricot. « Parce que, monsieur Fenton, il vous a vu prendre le paquet dans la poche de Lionel Grant après la fête. Il était précis, et il avait l'intention de le noter. C'est pourquoi il est mort, avant d'avoir pu terminer sa phrase. Voyez-vous, la vérité est très gênante pour ceux qui se fient aux apparences. » Il y eut un hoquet collectif. L'inspecteur Purley se leva à demi, indigné. « Vous ne pouvez pas simplement... » Mais Poirot leva la main. « Non, mon ami. Écoutez, ce monsieur proteste trop. Son agitation le trahit. » Le moment de vérité. Le sergent Lake s'avança, calme mais ferme. « Monsieur Fenton, pourriez-vous vider vos poches, monsieur ?» L'espace d'un instant, la main de Fenton resta près de son manteau, et son visage pâlit. Puis, avec un soudain défi, il sortit un papier plié, froissé et taché. « Cela ne prouve rien, » dit-il durement. « Juste un mémorandum, un bout de papier sans valeur. » Poirot le prit avec délicatesse. Miss Marple, se penchant plus près, lut à voix haute de sa voix douce « Accord entre Lionel Grant et Harold Fenton concernant le remboursement des avances. » Elle leva les yeux. « Vous lui aviez donc prêté de l'argent. Et quand sa carrière s'est effondrée, votre réputation et votre portefeuille étaient en jeu. Si cela avait été connu, votre réputation à Londres aurait été terriblement affectée. Vous l'avez donc tué, puis ce pauvre monsieur Pritchard, qui vous a vu prendre ce que vous ne deviez pas prendre. » La pièce était très calme. L'effondrement. Le visage de Fenton s'éclaircit, puis, comme un masque qui tombe, toute son arrogance s'évapora. « Il m'aurait ruiné, » murmura-t-il. « Il était fini, et avec lui, mon argent, mon crédit. Je voulais juste l'effrayer. Le poison, c'était pour la frime. Mais il s'est débattu, et... » Il s'interrompit, la voix tremblante. Le sergent Lake posa une main ferme sur son épaule. L'inspecteur Purley, le visage rouge mais silencieux, ne put que regarder l'avocat être emmené. Conséquences au foyer. Une fois les autres partis, Miss Marple s'assit tranquillement près du feu,
son tricot sur les genoux. Poirot la regarda avec une profonde admiration. « Tu as vu depuis le début, n'est-ce pas » demanda-t-il doucement. « Oh, mon Dieu, non » dit Miss Marple modestement. « J'ai seulement remarqué que tous les petits objets étaient bien trop rangés. Chapeaux dans les haies, gants sur les chemins. Ils étaient bien rangés, pas perdus. » Mais le mot inachevé de M. Pritchard et l'histoire du paquet de Mme Finch étaient authentiques. Il s'agissait de voir quels éléments avaient été rangés et lesquels ne l'avaient pas été. Poirot s'inclina légèrement. C'est un don précieux de voir si clairement ce que les autres ignorent. Miss Marple sourit faiblement. C'est la nature humaine, monsieur Poirot. On apprend beaucoup en observant les villageois. Et que ce soit à Londres ou à Willowbrook, la nature humaine est toujours la même. Le feu crépitait. Dehors, l'horloge de l'église sonna 9 heures. La vie à Willowbrook reprendrait, avec le temps, sa douce routine. Mais pour ceux qui avaient été témoins de l'affaire du pianiste muet, il resterait toujours le souvenir du silence, et de la femme silencieuse et au regard perçant, qui avait transformé ce silence en vérité. Chapitre 12. Conséquences à Willowbrook. Les pelouses du presbytère, si récemment théâtre de gaieté et de calamité, avaient retrouvé leur calme habituel. Les banderoles avaient été rangées depuis longtemps. L'allée des rosiers avait été ratissée, et le bourdonnement des abeilles était la seule perturbation du calme d'août. Pourtant, le souvenir de 2 morts subites persistait parmi les villageois comme un courant d'air dans une pièce close. Les potins restaurés. Au Rose and Thimble, Madame Witherby servit le thé avec une vigueur renouvelée. « Eh bien, j'ai dit dès le début que ce ne pouvait pas être le pauvre Radley, » annonça-t-elle à son auditoire captivé. « Bien sûr, je n'ai jamais soupçonné l'avocat. On ne s'attend pas, vous savez, à ce que des avocats se salissent les mains de cette façon. Pourtant, je me suis toujours méfié de ces gants. » Madame Price Ridley renifla. « Avocat, étranger, musicien. À mon avis, tout est pareil. Trop de raffinement, pas assez d'honnêteté. On est peut-être des gens simples ici, mais au moins, on ne tue pas pour de l'argent. » La vieille Madame Finch, ombrelle noire déployée malgré le soleil, se déclara justifiée. « N'ai-je pas dit avoir vu un paquet ? Tout le monde s'est moqué de moi. Eh bien, c'était la clé depuis le début. J'espère seulement que l'inspecteur me donnera crédit dans son rapport. » Bref, le village avait renoué avec son sport natal. Les ragots. Seul le sujet avait changé. Les adieux de Poirot. Dans le bureau du presbytère, Poirot s'apprêtait à partir. Sa valise était soigneusement faite, ses moustaches impeccables et sa courtoisie intacte. Il prit la main de Miss Marple avec un profond respect. « Ma chère, ce fut un honneur. Vous avez le don, non pas de déduction, mais de compréhension. Je l'admire profondément. » Miss Marple sourit. « Vous êtes très aimable, monsieur Poirot. J'ai toujours pensé que vous discerniez les schémas avec brio, alors que je remarque simplement ce que font les gens quand ils pensent que personne ne les regarde. »« Ah, mais c'est l'essence même du crime et de la vie, » dit Poirot chaleureusement. « Puissions-nous nous revoir, si le destin le permet. » Et sur ce, le petit détective belge s'en alla, ne laissant derrière lui qu'une légère odeur de pommade pour cheveux et le souvenir d'yeux perçants qui ne manquait de rien. Le village s'installe. Raymond Radley fut libéré, son innocence reconnue à contre-cœur. Il quitta Willowbrook rapidement, jurant de ne jamais revenir. Violette Denham reprit son enseignement, avec une dignité nouvelle, née toutefois du scandale qu'elle avait survécu. Monsieur Joly retourna à son auberge, soulagé de retrouver ses dettes oubliées dans ce drame plus vaste. Quant à l'inspecteur Purley, il rédigea son rapport avec une lourdeur plus grande que d'habitude, car si justice avait été rendue, elle n'avait pas été rendue. Son la main qui le guidait. Le sergent Lake, cependant, prit note tranquillement de tout ce qu'il avait observé, reconnaissant de la leçon. Miss Marple réfléchit. Un soir, alors que l'air était frais et que les roses projetaient de longues ombres sur l'allée de gravier, Miss Marple était assise à la fenêtre de son cottage, son tricot sur les genoux.
Elle songea, comme souvent, que la méchanceté n'était pas étrangère au village tranquille. L'orgueil, la peur, l'avidité, la jalousie, tous ces sentiments s'insinuaient dans le cœur des hommes et des femmes, qu'ils vivent dans de grandes villes ou de petites paroisses. Elle pensa à Lionel Grant, fier jusqu'au bout, son silence aussi éloquent que sa musique l'avait été autrefois. Elle pensa à Pritchard, précis et précis, anéanti par une vérité qu'il avait à moitié écrite. Et elle pensa aussi à Harold Fenton, dont l'ambition et la peur l'avaient poussé à 2 actes atroces. Miss Marple soupira doucement. « C'est toujours pareil, » murmura-t-elle. « La nature humaine est immuable. Il suffit d'observer attentivement et d'écouter, surtout quand tout semble silencieux. » Dehors, l'horloge de l'église sonna 9 heures. Le village de Willowbrook était redevenu paisible, ses ruelles silencieuses, ses fenêtres luisant doucement dans le crépuscule. Mais pour ceux qui avaient vécu l'étrange aventure du pianiste muet, le silence de ce soir-là porterait toujours un souvenir, celui des secrets, de la mort et de la vieille dame au regard perçant qui avait, une fois de plus, perçu la vérité. Chapitre 13. Écho dans le silence. Bien que Willowbrook ait retrouvé en apparence son calme habituel, les événements de cet été persistaient de façon étrange. Les villages, comme les gens, n'oublient pas facilement. Le passé est tissé dans les conversations quotidiennes, dans les murs des jardins, dans le silence qui précède la prononciation d'un nom. Le départ de Radley Raymond. Radley partit par le premier train après sa libération. Ses bagages étaient abîmés, son attitude provocatrice, mais son regard trahissait une lassitude que Miss Marple remarqua depuis le portail de son jardin. « Il ne reviendra pas, » dit-elle à Madame Clément, qui se tenait à ses côtés. « Les hommes comme M. Radley ne supportent pas qu'on leur rappelle la honte, même innocent. Il ira ailleurs et racontera une autre histoire. » Madame Clément soupira. « On ne peut s'empêcher de le plaindre. »« On peut toujours se sentir désolé, » répondit doucement Miss Marple, sans supposer que le chagrin et la confiance soient la même chose. Le nouveau départ de Violette Denham continuait d'enseigner à ses élèves à Rose Hill Cottage, mais une détermination nouvelle perçait dans sa voix lorsqu'elle leur donnait des exercices. La bêtise de sa jeunesse, consignée dans les lettres de Lionel Grant, avait été un fardeau cruel. Pourtant, paradoxalement, elle l'avait libéré. « Je ne regarderai plus en arrière, » dit-elle à Miss Marple, venue avec un pot de confiture. « Je l'ai aimé autrefois, mais ce n'était que vanité qu'il m'offrait en retour. J'ai mon travail, et cela me suffit. » Miss Marple hocha gentiment la tête. « Oui, ma chère. Le travail est toujours un fidèle compagnon, et la vanité, eh bien, c'est comme de la fumée. Elle disparaît si on ne la respire pas. L'homme vert. » Au Greenman, les affaires reprirent, car le scandale attire autant de clients qu'il les effraie. Monsieur Joly avait retenu la leçon. Il ne voulait plus faire crédit aux gentlemen en beaux habits et aux bourses vides. « Du liquide d'abord, Miss Marple, » dit-il d'un ton ferme lorsqu'elle passa. « Du liquide, ou pas de souper. » Elle sourit. « Très sage, Monsieur Joly. Il est toujours plus facile de récolter des shillings que de courir après des promesses. » La réflexion de l'inspecteur Purley. L'inspecteur Purley, dans son bureau de market shipping, mâchait son crayon en achevant son dernier rapport. Il n'aimait pas reconnaître ses échecs, mais c'était un homme honnête, et l'honnêteté le motivait. « Il faut rendre à César ce qui appartient à César, » dit-il d'un ton bourru au sergent Lake. « La vieille dame a vu ce que j'ai raté. Pas de supercherie, remarquez, juste une vision. Je m'en souviendrai la prochaine fois. » Lake, plus modeste, ne dit rien, mais intérieurement il résolut d'observer les gens avec plus d'attention et moins de supposition. La lettre de Poirot. Un matin, Miss Marple reçut une lettre écrite d'une écriture continentale soignée sur du papier épais. « Ma chère Miss Marple, c'est avec le plus grand respect que je vous salue à nouveau. J'ai parlé à mes amis londoniens de la dame de Saint Mary Mead qui résout les problèmes avec ses yeux,
et non avec ses petites cellules grises, et ils sourient. Mais je leur dis, elle est formidable. J'espère, si le destin est clément, que nous pourrons un jour partager une autre énigme. En attendant, je reste votre ami dévoué, Hercule Poirot. Miss Marple plia la lettre avec une satisfaction silencieuse. Un homme d'une grande courtoisie, pensa-t-elle. Mais je ne comprends pas pourquoi il me considère comme redoutable. Il suffit de se rappeler comment sont les gens du village, et tout est clair. Paix du soir. L'été touchait à sa fin. Les murs mûrissaient dans les haies, et le jardin du presbytère commençait à montrer la légère fatigue de la fin août. Au crépuscule, Miss Marple était assise à la fenêtre de son cottage, tricotant. L'horloge de l'église sonnait doucement, et l'air était empli des parfums de roses, de lavande et de la fumée d'un feu matinal. Ses pensées se tournèrent, comme souvent, vers les curieuses faiblesses de la nature humaine. L'orgueil, la peur, la vanité, la cupidité. Tous avaient joué un rôle dans la mort de Lionel Grant. Mais la bonté et le courage, incarnés par ceux qui avaient osé parler ou écouter, avaient également joué un rôle. Elle soupira doucement, posa son tricot et attrapa sa tasse de thé. Dehors, le village était à nouveau en paix. Pourtant, Miss Marple savait, comme toujours, que la paix n'était jamais permanente. La nature humaine se réveillerait, et lorsqu'elle le ferait, elle serait prête. Chapitre 14. Rappel à Willowbrook. L'été laissait place à l'automne. L'air était plus vif, les roses perdaient leur floraison, et les champs autour de Willowbrook se doraient du pois doré des récoltes. Pourtant, le souvenir de cette étrange saison, où le silence au piano suscitait des rumeurs de meurtre, persistait dans le village tel un faible écho. Le dernier potin. Au bureau de poste, Miss Dimmock a dit à tous ceux qui s'arrêtaient assez longtemps qu'elle avait toujours. J'étais certaine que l'avocat était le coupable. On ne peut être trop prudent avec les Londoniens, déclara-t-elle en tapotant son pince-nez pour insister. Madame Price Ridley rappela cependant à tous qu'elle avait elle-même soupçonné Radley la première, ce qui prouvait que son instinct était bon. Madame Wetherby, qui ne se laisse jamais distancer, a déclaré avec satisfaction « Eh bien, j'ai toujours dit qu'il y avait plus que ça, et j'avais raison. » En bref, chaque villageois croyait que sa propre théorie était la plus vraie. Seule Miss Marple, écoutant avec bienveillance, n'apporta aucune correction. Elle savait trop bien combien les gens étaient attachés à leur petit triomphe. Poirot en mémoire. Bien que Poirot fût parti depuis longtemps, sa présence persistait. Le vicaire parlait souvent de sa courtoisie, Madame Clement admirait ses chaussures impeccables, et Madame Finch disait à tous ceux qui le demandaient, et à beaucoup de ceux qui ne le demandaient pas, que ses moustaches étaient résolument militaires. Miss Marple, se souvenant de son regard perçant et de sa précision délicate, pensa à lui avec affection. Ils avaient travaillé différemment, elle et Poirot, et pourtant leurs chemins s'étaient croisés dans la vérité. Là où il déployait son intelligence, elle s'appuyait sur une observation patiente. Et finalement, tous deux avaient constaté la même chose. L'orgueil et la peur sont bien plus mortels que le poison. La nature humaine à nouveau. Un soir, tandis que la cloche de l'église sonnait doucement de l'autre côté de la rue, Miss Marple était assise avec son tricot sur ses genoux et ses pensées se tournaient vers l'intérieur. « On se demande souvent, » murmura-t-elle, « pourquoi de telles choses arrivent dans les villages. Mais bien sûr, pourquoi pas? La nature humaine est la même partout. Une grande ville offre simplement plus d'ombre où se cacher. Un petit village, moins. Mais la même jalousie, le même orgueil, la même vanité. Ils s'épanouissent aussi bien dans une chaumière que dans un palais. » Ses aiguilles claquaient doucement. Et tout comme les mauvaises herbes poussent parmi les rosiers, la méchanceté pousse là où on s'y attend le moins. Il suffit d'observer attentivement, très attentivement, le motif. La paix rétablie. Avec le temps, Willowbrook retrouva son rythme. Les enfants retournèrent aux cours, les jardins à la taille, les cloches de l'église à leur paisible sonnerie. La fête fut évoquée avec un frisson.
mais aussi avec la fierté tranquille d'un village qui avait survécu à son scandale. Pour Miss Marple, la vie continuait comme toujours. Le thé l'après-midi, les ragots accueillis avec bienveillance, le tricot lentement terminé. Pourtant, derrière son doux sourire se cachait une vérité inébranlable. Le meurtre, comme l'amour ou la cupidité, n'était qu'une autre expression de la nature humaine. Et si jamais cela devait revenir à Willowbrook, ou dans n'importe quel autre village, Miss Marple serait là, écoutant, observant et démêlant tranquillement le schéma. Chapitre 15. La vision à long terme. Les semaines s'écoulèrent jusqu'à septembre, et Willowbrook revêtit ses couleurs automnales. La fumée s'échappait des cheminées dans la fraîcheur matinale, et les pommes mûrissaient dans les vergers des cottages. La vie qui avait trébuché sous le poids de la suspicion et de la peur retrouva son rythme normal. Et pourtant, sous la surface, des souvenirs subsistaient, des ombres qu'aucun calendrier villageois ne pouvait effacer complètement. La vie après l'affaire. Le nom de Raymond Radley devint un murmure d'avertissement. Certains disaient qu'il s'était installé à l'étranger, d'autres qu'il avait gaspillé ses derniers espoirs à Londres dans l'alcool. Violet Denham, en revanche, se tenait plus droite qu'auparavant. Ses élèves parlaient de sa fermeté, et ses parents approuvaient la dignité avec laquelle elle avait supporté le scandale. L'homme vert prospérait, son propriétaire plus prudent que jamais. L'inspecteur Purley restait brusque et fiable, quoique plus calme lorsqu'il parlait de affaires bien ficelées, et le sergent Lake se tenait avec la confiance inébranlable d'un homme qui avait appris quelque chose d'important à retenir. Les réflexions de Miss Marple. Dans son cottage, Miss Marple entretenait son jardin avec délicatesse. Les roses, bien que passées de leur première floraison, étaient encore magnifiques, et elle les contemplait avec le même regard doux et pénétrant qu'elle portait aux gens. « Pauvre Lionel Grant !» murmura-t-elle un après-midi en taillant une fleur fanée. Il ne pouvait plus jouer de musique, mais il ne pouvait pas se défaire de son orgueil. C'est une combinaison dangereuse. L'orgueil aveugle plus sûrement que n'importe quel poison. Elle pensait aussi à M. Pritchard, mort pour son crime de précision. Il voulait que tout soit net, alors il remarquait ce qui ne l'était pas. Cela lui a coûté la vie, mais au final, cela nous a révélé la vérité. L'écho de Poirot. De temps à autre, elle sortait la lettre de Poirot, son écriture impeccable et continentale, toujours aussi nette que ses moustaches. Elle souriait à ses compliments, qu'elle estimait parfaitement immérités. Mais elle aimait se souvenir de ses manières, l'élégance, l'assurance, l'éclat de ses yeux gris lorsqu'un motif se dessinait. « Un homme d'une grande courtoisie », dit-elle un jour à Madame Clément, quoique peut-être un peu trop soucieux d'être correcte. Madame Clément sourit, ne comprenant pas entièrement, mais sentant l'affection silencieuse de Miss Marple. Le village à nouveau. À la Saint-Michel, Willowbrook avait retrouvé toute son authenticité. On ne parlait que de soupers de récolte et de charbon d'hiver, de bazars paroissiaux et des sermons du vicaire. Les terribles jours de fête n'étaient évoqués que par bribes, entrelacés de ragots, adoucis par le temps. Les enfants jouaient de nouveau dans l'allée des roses, leur rire couvrant ce qui avait été autrefois le silence et la mort. Et Miss Marple, assise à sa fenêtre avec son tricot, les observait avec bienveillance. Elle savait, mieux que quiconque, que la paix est toujours temporaire, mais elle n'en est pas moins précieuse pour autant. Réflexion finale. Un soir où le soleil se couchait et où le ciel brillait de la mélancolie de l'automne, Miss Marple posa son tricot et joignit les mains. « Le meurtre, pensa-t-elle, n'est jamais l'affaire de l'extérieur. Il est toujours intérieur. L'orgueil, la peur, l'amour, la vanité, tels sont les véritables poisons, les véritables armes. Et ils sont les mêmes à Willowbrook que dans l'au-delà. » L'horloge de l'église sonna 9 heures. Le village retrouva la paix, plongé dans sa paisible routine. Mais derrière les rideaux de dentelle et les haies du jardin, la nature humaine demeurait ce qu'elle avait toujours été.
et Miss Jane Marple, douce, observatrice et inexorablement juste, serait toujours prête à le voir. Chapitre 16. Coda à Saint-Mary-Mead. En octobre, l'affaire Lionel Grant avait disparu du quotidien de Willowbrook, tout comme les orages s'abattent sur la campagne et laissent les champs tranquilles. La fête restait en mémoire par bribes. Un murmure de choc ici, un haussement de sourcils là, mais le village n'avait guère envie de longs deuils. L'Angleterre rurale était résiliente. La vie quotidienne, les petits triomphes comme les petites mesquineries, continuaient. Fils noué. Le nom de Raymond Radley, autrefois prononcé avec venin, s'estompa dans l'indifférence. Un homme stupide, dit Madame Price Ridley, mais finalement inoffensif. Violette Denham trouva un nouveau courage auprès de ses élèves, qui adoraient sa gentillesse et redoutaient à la fois sa rigueur. L'homme vert prospéra grâce au commerce des voyageurs curieux de voir la scène du crime. On entendait rarement l'inspecteur Purley évoquer l'affaire, mais le sergent Lake, plus attentionné que jamais, écoutait maintenant les villageois avec patience. « Ce sont les petits détails qu'il faut prendre en compte, » dit-il à un agent. Le point de suture raté, le mot oublié. Miss Marple avait raison. Chez moi à Saint-Mary-Mead. Par un beau matin, Miss Marple retourna dans son village. Saint-Mary-Mead l'accueillit avec son confort familier. Le chemin longeant le cimetière, les bavardages de l'épicier, l'agitation perpétuelle de la femme du pasteur. On aurait dit que Willowbrook avait été un rêve, sauf que son petit panier contenait une lettre, soigneusement pliée, de l'écriture élégante de Poirot. Assise près de son foyer, elle réfléchissait à ce qui s'était passé. « Le pianiste n'a joué aucune note, » murmura-t-elle, « mais d'autres ont joué leur rôle, l'avidité, l'orgueil, la vanité et la peur. Pauvre M. Pritchard, pauvre Lionel Grant, et M. Fenton, anéanti par le silence même qu'il cherchait à imposer. » Ses aiguilles reprirent leur cliquetis régulier. C'est toujours pareil. Il suffit de chercher l'ordinaire, et là se cache l'extraordinaire. Un visiteur. Cet après-midi-là, Madame Bantry est venue lui rendre visite. « Ma chère Jane, dit-elle, vous doit parler-moi de Willowbrook. C'est une véritable sensation. Poison, avocat, détectives étrangers, vous vivez une vie passionnante. » Miss Marple sourit faiblement. « Pas passionnant, ma chère, seulement instructif. La nature humaine est une étude des plus fascinantes, et on peut l'observer aussi bien dans un salon de thé que dans une salle d'audience. » Madame Bantry rit, peu convaincue, et exigea toute l'histoire depuis le début. Le rideau tombe. À la tombée de la nuit, Miss Marple rapprocha son châle et écouta la cloche de l'église Sainte-Marie-Mead. Une autre affaire était conclue, un autre schéma percé à jour. Elle n'éprouvait aucune vanité, seulement une satisfaction tranquille que la vérité, une fois de plus, ait été mise en lumière. Le monde extérieur pourrait appeler cela de l'intelligence, mais pour Jane Marple, ce n'était rien de plus que de remarquer ce que les gens sont, et seront toujours. La bouilloire siffla. Elle se leva pour verser le thé, souriant doucement.